Et je mets en full screen. Oui, passer d'excellentes fêtes et ça passe tellement Ouais, vite. Et incroyable. ouais, toi tu sors du déménagement, j'imagine. Ouais, déménagement, rénovation, tout le bordel, ouais. Ouais, Ouais, j'ai cru voir, c'est un boulot de dingue, comme toujours. ouais, ouais, comme d'hab. Mais tu es Ouais. content? Bah ouais, ouais, super content. On a une super base autonome durable, mais en milieu urbain, quoi. Extraordinaire, parce que j'ai vu deux, trois photos, mais évidemment on ne situe pas le quartier, comment c'est, etc. Mais donc c'est encore mieux que là où tu étais avant. Ouais, ah ouais, ouais, bah ouais, à fond. Cool. Déjà, c'est chez moi. Ah oui, ça c'est bien. Ouais. Non, puis on a non, tout est parfait en fait. On est dans une petite rue vraiment super sympa. Il n'y a pas de HOA, Homeowner Association. Ouais, Donc on peut faire ce qu'on veut et on a une rivière juste à côté, donc avec des canards, des poissons, puis une rivière qui coule en fait toute l'année. Donc excellent. j'ai l'eau à 1 minute à pied et voilà. Quoi. Et donc tu as testé l'hiver, quand il fait froid, ça coule quand même. Ouais, là ça coule. Ah, parce qu'il fait froid là toujours en ce moment. Ouais, là on a eu un hiver assez fantastique là. Nous pas. Enfin, en tout cas, ici en Suisse, il fait chaud. Il fait chaud, il Ouais. fait chaud. Ouais, nous, il a fait très très froid. Là, on vient de se reprendre. Il neige là, mais on se prend 20-30 centimètres tous les jours. Il fait -30. Un vrai Génial, hiver. génial, c'est excellent. Moi j'adore les hivers froids et avec plein de neige. Ouais, moi aussi, ouais. Mais bon, donc vous avez passé un bon Noël. Vous êtes resté à la maison. Oui, à la ferme, avec les enfants, on a eu beaucoup d'amis qui sont montés. On a fait, en fait, on était toujours entre 10 et 12 personnes pendant 2 semaines tout le temps. Donc moi, ça m'a un peu permis de gérer un petit peu la logistique d'avoir autant de personnes dans un tout petit appartement. Ouais, Et surtout mon mental, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime pas trop être avec beaucoup de gens. Donc c'est toujours bien de s'imaginer, tu vois, voilà, c'est toujours, faut toujours projeter en cas d'exercice. Tu dis bon, en cas de ouais, crise, il y a 15 personnes, qui c'est qu'il faut, plus les enfants, donc je compte ouais. les adultes, donc qui fout rien, qui fait Qui fait n'importe quoi, chier. qui crée des problèmes. Bon, il y avait les beaux-parents, il y avait plein de, les cousins, Ouais. les cousines, les enfants. Enfin, il y avait pas mal de monde. Donc c'était, et en même temps c'est sympa parce que comme il y a eu quand même le début de la neige est arrivé après Noël. Mhm. C'est quand même bien de faire des balades. Là, on a sorti les raquettes à neige et donc de se grimper dans la montagne, chaque fois découvrir des nouveaux. Et comme tu le sais, chaque coin de nature n'est pas pareil en fonction des saisons. Tu peux pas faire les mêmes Ouais. choses. Tu découvres, quand il n'y a plus les feuilles, tu découvres des endroits que tu te rendais pas compte que c'était. Là, on a découvert par exemple des sortes de petites cavernes que l'été on voit pas parce qu'il y a trop de végétation. Donc on sait, alors que là, il y avait pas encore la neige, mais il y avait plus les Ouais. feuilles et donc tu découvres tu as des trous dans les parois, dans Mhm. la montagne, et donc les enfants ils adorent jouer dedans, ils font un cache. Donc c'est bien, je les encourage à aller jouer dehors et ils amènent les cousins et les cousines qui sont plus des citadins à Mhm. s'éclater dans la nature, donc c'est génial. Ouais, 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 très bien, très bien. Excellent. Donc voilà. T'as des animaux, non? Alors en fait c'est mon voisin qui utilise une partie de ma grange pour ses animaux à lui, parce que comme moi je suis pas encore tous les jours, les animaux ça Ouais. prend du soin permanent, c'est comme les femmes. Euh, et donc on a des moutons, des Mhm. poulets, des poules, et qui ont toujours. Alors là, c'est mieux fait que la fois d'avant. Là, les renards, ils arrivent pas à rentrer. Et, euh, et plusieurs semaines par an, en fait, c'est des vaches. Mais ça, c'est parce que elles montent dans la montagne au fur et à mesure de la saison, et donc elles ont besoin d'étables. Et puis elles redescendent. Ouais. Donc en fonction de si elles montent ou elles descendent, il y a un moment où on est à la bonne altitude où elles restent un mois. Donc c'est 2 mois par année. Généralement, c'est avril et septembre et chaque fois qu'elles montent ou qu'elles descendent, souvent elles font des veaux. Et donc les Ouais. enfants adorent aller voir la naissance des veaux. Et bon, c'est assez spectaculaire. Enfin, et c'est impressionnant pour les enfants. Donc c'est Ouais. sympa. Donc voilà à peu près les animaux. Beaucoup de chats. Et on réfléchit aux chiens pour l'année prochaine. Donc voilà. Ok. Ouais.
Ouais, c'est bien, le chien, ça fait le boulot, hein. Ouais, ouais. Après, il faut le nourrir. Ouais, mais t'es pas obligé, tu peux prendre un petit chien. On peut prendre un petit chien, mais si c'est trop petit, ça fait pas le boulot. Mais si, le chien, c'est le signal d'alarme. Même les gros chiens, ce qui est intéressant avec le chien, c'est juste qu'il te réveille, quoi. C'est le C'est signal vrai. d'alarme. C'est vrai que ça, c'est efficace. Non, c'est vrai que le plus petit que je peux envisager, mais enfin, c'est une de mes filles qui est intéressée. Alors, elle voulait un chat, un chien, ces chiens japonais, Shiba, je crois. Alors, Ouais, ça, c'est pas très grand, mais c'est pas petit ouais. non plus, donc c'est pas mal. Et puis ensuite, voilà, moi je lui dis, mais tu sais, le Jack Russell, c'est bien aussi, c'est beaucoup plus petit, ça mange moins. Mais après, il va se faire bouffer par le chat, donc je sais pas. Et parce qu'on a des chats agressifs chez nous. Ils ont nettoyé la forêt, la ferme de toutes les Mhm, souris. Mais après, il y a des chats plus mhm. grands, les chiens plus grands, les labradors, il y a les bergers allemands, Ouais, il y a plein de chiens qui sont aussi très bien. J'ai fait ouais. pas, c'est l'été dernier, on a fait on a un de mes lecteurs qui nous aime bien, qui aime bien aussi tes livres. Qu'est-ce que tu fais? Il nous a invités ici en Suisse. C'est quelqu'un qui travaille, qui est professionnel dans l'armée suisse, comme maître chien, comme formateur de chiens. Et donc il Mhm, nous a amené, on a fait deux, trois séances avec les enfants. On les a vus comment ils entraînent les chiens. Ils nous ont mis les tenues et on s'est fait mordre mhm. par les chiens, et puis apprendre à donner deux, trois trucs. C'est impressionnant comme quand c'est formé, un chien, c'est redoutable. C'est Ah une ouais, arme, c'est une vraie arme. C'est, ah ouais. Ouais. et quand Ouais, ça c'est pour mord, ça que c'est utilisé. tu sens la morsure. C'est une Mhm. puissance de mâchoire assez incroyable. Ouais, ouais, ouais. Donc ouais, donc le chien c'est le next step. Mais Ok. voilà, sinon la vie est tranquille. On regarde depuis l'Europe, on a beaucoup regardé les élections l'année dernière, on en avait parlé, mais à la fin, Ouais, mon pronostic était juste Trump a gagné. Comment, ouais. comment, comment ça se passe? Comment vous le vivez aux États-Unis? Bon, j'imagine que ça change pas votre vie quotidienne, de toute façon. Euh, euh, je crois qu'on le vit très mal. On le vit très mal. Enfin, en tout cas, une partie de la population le vit très mal. Euh, Oui, c'est sûr. et c'est assez intéressant. Moi, j'ai des amis un petit peu des deux côtés. Mais c'est vrai que les gens il y a encore voilà la moitié de la population qui se demande ce qui s'est passé, pourquoi tant de haine, ça pleurniche, c'est assez extraordinaire. Et puis bien évidemment, vu que les médias sont complètement bias, on a 24 heures sur 24. Trump a fait ça, Trump a fait ceci, Trump a fait cela. Ça va être l'enfer pendant 4 ans, quoi. Bon, de toute façon, voilà, c'est une raison de plus pour éventuellement couper les médias de toute façon, mais quelque part, c'est Ouais, intéressant comme phénomène parce que on voit c'est que super intéressant. déjà, c'est pas un politicien, donc c'est quelqu'un qui fait ce qu'il a dit qu'il allait Ouais, faire, donc c'est impressionnant. Que l'on aime bien ou pas, qu'on soit pour ou contre, c'est pas la question. À la limite, c'est intéressant de voir qu'il fait ce qu'il dit faire, ce qu'il dit qu'il va faire. Après, on peut vraiment débattre des mesures, mais dans une optique de préparation, alors c'est vrai que ça change pas le fond, hein, on se prépare pour l'autonomie, mais quel est ton point de vue mm, sur, bah justement, qu'est-ce qui change? Parce que j'ai vu des articles qui disaient maintenant les leftists, les liberals, are preparing and buying guns and so on. Et donc j'ai trouvé que c'était rigolo. Je dis, ah bah s'il faut ça pour que les gens prennent conscience qu'il faut se préparer, de manière générale, ça peut être marrant. Donc toi, tu vois ça comment? Qu'est-ce qui change en fait non, de ce point non, de vue-là? les gens de gauche sont à la ramasse. Les gens de gauche font de la pleurniche là. D'accord. Il y a pas, ils se préparent à rien. Non, là c'est juste de la pleurniche. Et après, par contre, ce que je réalise, je crois, c'est que les gens qui sont pas forcément de gauche, ça veut pas forcément dire côté de droite, ce qui est mon cas par exemple, on est vachement mis sur la touche, quoi. C'est-à-dire que il y a eu quand même, il y a eu 30 ans, il y a eu une machine infernale pendant 30 ans du politiquement correct, Ouais. où on a littéralement
fait du lavage de cerveau à l'américain moyen qui habite pas à New York et qui habite pas à San Francisco, qui habite entre les deux, il y a de la place entre les deux. Font pas forcément les lois et on s'en est pris plein la gueule pendant 30 ans. Vous êtes raciste, vous êtes sexiste, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes non moderniste, la totale. Et en fait, je crois que le moment s'est présenté où les gens ont dit go fuck yourself. Ouais, exactement. Ils ont voté Trump. Le problème maintenant, si tu veux, c'est que la gauche l'a très mal pris et qu'il y a une espèce de quand même une espèce, enfin moi c'est comme ça que je ressens, même dans ma petite ville au milieu du Montana, il y a quand même une espèce de witch hunt, tu vois, il y a quand même une espèce de si on te soupçonne d'avoir voté pour Trump ou si tu dénonces pas Trump, ça veut dire que tu es de son côté et ça veut dire que tu es raciste, misogyne, sexiste. Donc je pense que là, la division est quand même hyper catégorique et il y a vraiment eu une fracture là assez incroyable et on ressent un petit peu à notre niveau de citoyens lambda, on ressent cette fracture. C'est-à-dire que maintenant, il y a vraiment deux camps. Même si tu n'appartiens pas à un des deux camps, tu dois choisir. Tu es obligé de prendre un camp, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est un peu c'est ce que disait un écrivain aux États-Unis qui disait Democracy ain't so nice when it fucks you in the ass. C'est sûr qu'on a toujours envie de gagner quand on est dans une démocratie, mais l'idée de la démocratie, c'est que tu dois accepter de perdre. C'est la règle du jeu. Quand tu perds, tu dois l'accepter et et ne pas pleurnicher. Tu dois faire avec. La gauche d'aujourd'hui n'accepte plus de perdre. Et c'est une situation dangereuse parce que quelque part, ça rappelle une sorte avec la capacité en moins, mais moi ça me rappelle historiquement des situations qui rappellent les années 20, c'est-à-dire à l'inverse, c'est-à-dire que dans les années 20, il y a eu des frustrations énormes qui se sont créées dans beaucoup de pays. Il y avait la crise de 29 à la fin, donc ça s'est accumulé. Là, on a eu la crise avant, c'est peut-être pas la toute dernière crise, donc et on a des frustrations et des gens qui acceptent pas ces frustrations. Au bout d'un moment, ils passent à la violence. Et quand ils passent à la violence verbale, physique, ils amènent d'abord des situations qui nous concernent dans nos préparatifs et dans ce qu'on apprend aux gens. C'est-à-dire, par exemple, des émeutes dans lesquelles des gens lambda peuvent se retrouver complètement par hasard pris, où ça peut amener des situations on a vu, alors c'est encore petit, mais on a vu cet handicapé qui s'est fait torturer par deux Afro-Américains, etc. Alors on s'en fout que c'est des Afro-Américains, c'est des abrutis, mais voilà. On s'en fout plus. Non, mais voilà, et le problème c'est qu'à la fin on s'en fout plus, et que ça crée des divisions de manière tellement profonde qui risquent de réveiller justement, et c'est ce qui m'a voulu des problèmes d'ailleurs en décembre. C'est que quand tu dis attention, ce genre de problématique va amener des réactions de violence, on t'accuse parce que tu alertes, on t'accuse de promouvoir la violence. On te dit mais si tu alertes la violence, c'est que tu es pour. Alors évidemment, on s'en fout, mais dans les médias, moi j'ai été attaqué en décembre dans les médias sur ce fond-là, en fait, sur cette histoire-là. Ouais. Alors, c'est en gros celui qui dit en 1939 « Attention, l'Allemagne va nous attaquer ». En gros, on lui dit « Ah, mais tu veux la guerre !» Mais non, je dis juste qu'on doit se préparer parce qu'on va... Tu vois, et donc aujourd'hui, les médias deviennent hystériques, beaucoup de gens deviennent hystériques, et je crains qu'il y ait cette montée de frustration qui amène des black swans, des inconnus, de l'imprévisible. Et c'est quelque chose qui... Il y a tous ces petits imprévisibles. Moi, en tant que survivaliste, automiste, ce que tu veux, je me dis que c'est peut-être maintenant qu'il faut vraiment faire le dernier push, tu vois, pour stabiliser un truc, genre ferme urbaine, base autonome durable, peu importe. Parce que, à mon avis, il va y avoir de plus en plus de micro-fractures comme ça dans nos sociétés. Et après 4 ans de Trump, c'est délicat, parce que
Trump peut nous remettre sur la bonne voie, comme il peut très bien accélérer l'effondrement économique mondial. Et moi, je crois que ça va être ça. Mais moi, je pense qu'il va l'accélérer, mais le rendre un tout petit peu moins violent. C'est-à-dire que je crois, par exemple, l'autre jour, j'ai quelqu'un qui disait attention parce que Trump va nous faire la troisième guerre mondiale. Moi, je dis, t'es un abruti, tu comprends rien. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est pas le genre de, c'est un businessman et il va vouloir gérer un truc qui, à mon avis, n'est plus gérable. Mais et peut-être il va en précipiter la chute, mais au moins il va précipiter la chute d'une manière interne et pas merde, c'est en train de chuter, je fous des bombes nucléaires dans tous les sens. Ou je vais aller chercher la guerre avec quelqu'un pour canaliser l'énergie des gens. Du moins, j'ai l'impression. Après, peut-être qu'il va se dire aussi, comme les autres, merde, les choses sont hors contrôle, donc on va choisir un ennemi parce que les guerres, c'est excellent pour focaliser l'esprit des gens. Je ne sais pas si ça va tenir 4 ans. Et puis, il y a toujours l'inconnu de l'assassinat dans ces situations-là, parce que he's pissing off a lot of people. Dans les gens qui comptent, hein, je te parle pas des petits gens dans la rue qui sont énervés, ça peut avoir des conséquences individuelles à petite échelle, mais quand à un moment il peut imaginer de couper certaines industries par rapport à d'autres, ça peut énerver des gens qui ont des moyens. Donc, bon, on va pas faire des scénarios, parce qu'il y a tous les scénarios possibles, mais c'est vrai que ça donne l'inconnu, ça donne une incertitude, et tu as raison, il faut se préparer. Il faut mettre les dernières, si on peut, avoir les dernières petites accélérations pour tout bien finir. Ouais, non, il y a c'est bon, quoi qu'il arrive, à mon avis, c'est quand même mieux que Clinton. Ben voilà, c'est ça. Donc, à partir de là, après, est-ce que c'est génial? Est-ce que je suis super content? Non. Mais c'est trop grand les États-Unis. Mais au moins, c'est pas Clinton, quoi. De toute façon, le pays est trop gigantesque pour être géré par une personne, même avec une équipe de gens performants et évidemment qui ont une expérience puisqu'ils ont ce track record dans les industries. Mais tu sais, à plus petite échelle, moi je l'ai vécu en Italie lorsqu'ils ont élu Berlusconi à l'époque, qui est un peu une sorte de Trump à l'italienne. Évidemment, c'était il y a 30 ans. Et qui avait la réputation de dire, bah voilà, moi je suis pas un homme politique, je vais gérer l'Italie de manière efficace. Et dans un sens, c'est ce qu'il a fait, c'est vrai, mais il s'est vite pris au jeu, parce que quand tu as l'accès au pouvoir de l'État, surtout en Italie, tu as tout d'un coup la capacité de ramasser énormément d'avantages pour tes entreprises, en l'occurrence c'était les médias. Alors, ce qui est intéressant avec Trump, c'est que c'est quelqu'un qui est lié à la terre, puisque c'est dans l'immobilier qu'il fait fortune. Et donc c'est quelqu'un qui a intérêt à ce que les États-Unis aillent bien, parce qu'il faut que les États-Unis aillent bien pour qu'il y ait de la valeur dans ces entreprises. Fondamentalement, après, est-ce que, vu son âge, c'est pas la plus-value de ces immeubles qui l'intéresse à son âge. Mais enfin, c'est pas quelqu'un qui veut la ruine des États-Unis. Fondamentalement, je pense que c'est quelqu'un, surtout quand tu regardes avec ses enfants et tout ça, fondamentalement, je pense que c'est quelqu'un qui aime les États-Unis et qui veut que du bien pour le peuple américain. Maintenant, après, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui, comment dire, les compétences requises pour gérer un pays de 320 millions d'habitants avec autant de divisions et autant de complexité. Est-ce que c'est même faisable? Est-ce que c'est pas trop grand? Est-ce que c'est pas au-delà des institutions même? C'est énorme, les États-Unis. C'est un pays qui va mal. C'est un grand pays qui va très mal. Il y a des choses qui vont très bien, mais il y a énormément de choses qui vont très mal. Là, la sécurité sociale, Obamacare, s'est complètement effondré. Moi, j'ai eu Obamacare pendant 2 ans. Là, j'ai été obligé d'arrêter Obamacare. Donc là, on est de nouveau sans assurance médicale. Les routes, les infrastructures, c'est l'enfer. C'est un pays qui fondamentalement, on va pas rentrer après dans les problématiques ethniques, sociales. C'est un pays fracturé il y a beaucoup de tensions. Les gens quand même
les gens flippent quand tu vois que les gauchistes littéralement pleurnichent et deviennent violents verbalement et s'investissent dans les rues. Et c'est intéressant parce que tu te dis, les mecs, ça leur a fait quand même. C'est une réaction hyper forte, hyper démesurée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et dangereuse. On a eu des présidents avant Trump qui étaient pas plus pires, pas plus méchants, pas plus mauvais, pas plus riches, pas plus vieux, pas plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais là, il se passe quelque chose. Là, tu vois, 2017, je sais pas, il se passe quelque chose. Ça va être un peu la même en France cette année. Gros vote aussi. Mais par contre, ce que je retiens quand même, c'est que les médias se prennent une grosse claque quand même. Oui. Et je crois qu'il était quand même grand temps. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est toujours sympathique de voir Trump donner des grandes claques aux médias ambiants. Et donc on va voir ce qui va se passer. Mais c'est vrai que c'est pas. Les gens sont hyper divisés. On a du mal. Oui, parce que il y a eu quand même aux États-Unis, et je pense que moi j'ai connu beaucoup de gens qui, par exemple, détestaient le président Bush, Bush Junior, W, mais qui, parce qu'il y avait eu le 11 septembre, parce qu'il y avait la guerre et qu'il fallait quand même soutenir les troupes, etc., même s'ils ne l'aimaient pas du tout, ils faisaient contre mauvaise fortune bon cœur, comme on dit, et qui finalement disait bon, on déteste ce gars, c'est un imbécile, il nous a amenés on voulait pas cette guerre, on pense que c'est une très mauvaise idée. Beaucoup me disaient même en plus, mais ils y allaient. Enfin, ils disaient voilà, on doit quand même soutenir notre pays, on va faire l'effort. Là, c'est pas le cas. Et même sous Obama, les mêmes qui croyaient en Obama au début, ensuite ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de postures et pas beaucoup de fond. Malgré tout, ils ont dit bon, ok, mais là, je vois vraiment une division. Et je sais pas si tu avais entendu, j'avais fait une interview d'un ancien SEAL qui habite en Floride et qui parlait un petit peu de sa vision des États-Unis l'année dernière, je crois. Je sais pas si tu l'avais entendu. En privé, il me disait nous, le problème des militaires, c'est que on veut plus les néoconservateurs, qui étaient représentés par Hillary, mais qui étaient aussi derrière, évidemment, Obama, et avant Bush. Donc c'est la même élite guerrière et très agressive qui a été derrière pendant Clinton, Bush et Obama. Donc ça fait quand même beaucoup d'années où il y a cette agressivité des États-Unis en politique extérieure. Et lui disait, nous, dans les militaires, on va tous voter à 99% pour Trump. Mais le Commander-in-Chief, s'il se fait dézinguer, ou justement si c'était Clinton qui gagnait, il me disait l'inverse. Il disait, nous, on va vraiment avoir un problème à obéir. Parce qu'on en a vraiment marre. Ça fait 3 fois 8, tu vois, ça fait 16 ans, non, 24 ans qu'on nous fait faire des guerres qu'on veut pas faire, qui sont pas bonnes pour nos pays. On nous a fait bombarder le Kosovo. Tu vois, ils en ont plein le cul, quoi, au bout d'un moment. Mais c'est ça le truc. Les États-Unis, en ce moment, c'est une réaction épidermique. C'est-à-dire que tout le monde est allergique à quelque chose. Que tu sois de droite, de gauche, que tu sois militaire, professionnel, flic, blanc, noir, beurre, peu importe, tu es allergique à quelque chose et il faut que tu l'exprimes. On vient de... Voilà, on arrive au bout d'une machine... d'une machine qui, pendant 30, 40 ans, voulait qu'on arrive à un certain résultat, que ce soit un résultat économique, politique, sociétal, de carrière, peu importe. Et en fait, on s'aperçoit que ça le fait pas. Ça le fait pas, on n'y arrive pas, il se passe quelque chose, ça bloque quelque part, et ça bloque à tous les niveaux, même au niveau politique, puisqu'on vient d'élire quelqu'un qui n'est pas un politique. Et en fait, tout le monde a sa petite personnelle, individuelle réaction épidermique. C'est assez intéressant de voir, tu parles avec les gens, avant, tu l'as vécu aux États-Unis, les Américains sont pas, ils viennent pas parler politique facilement. Non. Politique, tout ce qui est un peu personnel comme ça, ils en parlent pas facilement. Et là, tu vois les mecs,
les mecs, ils se lâchent, ils viennent, ils disent, ils disent, mais putain, mais t'as vu Trump et t'es obligé de leur rappeler, ils disent, ouais, mais peut-être que moi j'ai voté pour Trump, pourquoi tu viens m'en parler? Il y a vraiment une réaction épidermique. Ça se sent, c'est palpable. Je sais pas où ça va aller. C'est assez tendu, quoi. Donc on va voir comment ça se passe. À mon avis, ça va passer, mais ça va être difficile. Ça va être quatre années assez longues et difficiles et chiantes et lourdes. Parce qu'en plus, il faut bosser, quoi, à côté. C'est pas on n'est pas dans un salon en train de discuter. Il y a du boulot. Et puis pour beaucoup, il n'y a pas de boulot. Exactement. Et c'est dur. Donc, et je continue de penser que Trump a été élu pour beaucoup sur la question migratoire. On va voir comment ça se passe, quoi. Mais moi, je suis un immigré, hein, déjà à la base, donc. Ouais, mais moi aussi quelque part dans mon pays. Donc après, c'est vrai que ce qui est terrible, moi, c'est un truc qui m'avait touché parce que il y a 2 ans, lorsque j'étais allé à la conférence de Gerald Celente, j'étais devenu pote et je suis toujours avec un monsieur qui a l'âge de mes parents, qui est assez âgé maintenant, et et donc j'ai toujours de l'affection pour les gens de cette génération-là quand ils sont des êtres humains intéressants, et qui était qui est un Afro-Américain, qui était professeur de lycée autour de Washington. Donc c'est des régions où il y a beaucoup d'Afro-Américains, et qui était quelqu'un qui était très intelligent dans son analyse, je trouve, et qui n'était pas voilà, si une personne est dans l'échec, c'est d'abord parce que il doit d'abord se mettre en question lui, avant de donner la faute aux autres. Après, c'est possible qu'il y ait la faute aux autres. Mais la faute aux autres, c'est peut-être pas il y a 2 siècles qu'il faut aller la chercher. C'est de toute façon maintenant, et on doit comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et il m'expliquait que par rapport à ce qui est devenu justement un problème lié aux migrations aux États-Unis, il m'expliquait que voilà, autant dans les années 50 et 60, là où il avait commencé à travailler lorsqu'il était jeune, les communautés dont il faisait partie, qui étaient essentiellement des communautés noires aux États-Unis, eh bien, avaient cette ambition de devenir un jour aussi riches, et par l'éducation, par le travail, avaient des familles très soudées, avec des mariages, et ils faisaient l'effort. Déjà, ils avaient l'encadrement de l'Église, ils avaient l'encadrement aussi d'une société beaucoup plus conservatrice que maintenant, et ils essayaient d'être en émulation par rapport à la société américaine, qui était essentiellement WASP, évidemment, à l'époque. Et il m'expliquait que, bon, les cassures des années 60-70 et les drogues, notamment dans les années 80 et surtout 90, et la lutte contre la drogue qui a mis énormément de jeunes en prison, ont progressivement complètement brisé l'unité de ces communautés, des familles, etc. Et que récemment, donc ils se sont fragilisés, structurellement, économiquement et moralement, parce qu'il n'y a plus ces structures. Et donc, lorsque les vagues migratoires venant de l'Amérique latine sont arrivées, où il y a des gens qui n'avaient pas beaucoup de formation, qui sont arrivés du Guatemala, du Mexique, etc., eh bien, les premiers jobs que ces gens ont pris, c'est les jobs un peu précaires que faisaient les Afro-Américains. Et donc, les Afro-Américains ont été dégagés enfin, non, je ne parle pas de tous, évidemment, mais il m'expliquait que dans les petits boulots qui permettaient de faire encore fonctionner la maman célibataire, le jeune gars qui essaie de s'en sortir, il n'a pas réussi très bien son école, mais enfin, toute cette masse qui est en fait la moyenne, eh bien, ils ont été giclés parce que les employeurs voient des latino-américains qui, eux, ont encore une structure familiale et donc finalement un cadrage qui leur permet d'être peut-être plus assidus au travail et avec moins des problèmes qui vont avec la criminalité, les drogues, etc. Et que donc ils se retrouvent avec rien. Et que là-dessus, l'État social arrive et vaguement dit je te donne des food stamps, même si c'est misérable, hein, c'est pas du tout le niveau qu'il y a en Europe. Eh bien, il y a toute une catégorie de la population qui est extrêmement énervée. Et que de plus en plus, et ils le voyaient déjà il y a 2 ans, on les manipule pour dire, mais vous savez, c'est la faute des Blancs, il faut voter démocrate, vous savez, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de ceci. Et donc ça ne m'étonnait pas du tout cette année de voir ce Black Lives Matter, ce genre de mouvement,
qui était parfois d'une violence incroyable, déjà verbale, mais aussi physique, où ils ont tué, il y a eu des flics tués. Et tu sais, on sait tous comment aux États-Unis, tuer un flic, c'est way up dans le truc que les Américains n'acceptent pas, quoi. C'est vraiment pas bon, quoi. Et, euh, et ça, c'est très dangereux parce que même si c'est une petite proportion de la population, c'est un énervement qui est canalisé volontairement. Et donc, ça. Ouais, mais ça reste vraiment petit. Hein. C'est vraiment petit, c'est vraiment spécialisé, c'est vraiment ciblé, et c'est les médias, quoi. Les médias, ils t'en font des montagnes et des montagnes et des montagnes. Est-ce que Bon, heureusement, mais heureusement pour eux surtout aussi, les pauvres, parce que ils sont déjà 13% de la population aux États-Unis. Si en plus ils vont se fracasser contre le mur de la police et de la garde nationale, il va rester rien, quoi. Mais heureusement que c'est pas le cas. En tout cas, c'était très intéressant d'avoir un témoignage de comment une communauté, en tout cas évidemment du point de vue de Washington DC, évidemment, de la région, de la Virginie, comment en 30 ans elle s'est pulvérisée, déstructurée et appauvrie de manière énorme. Ouais, bon, Washington DC et tout, enfin, c'est beaucoup la drogue, hein, c'est beaucoup le crack, hein, qui a fait les années 80. Toi, t'as vu ça à Los Angeles, je pense. Oh, ouais, incroyable. Ouais, ça doit être un peu le même phénomène. Ouais, non, ça a été dévastateur. Et après, effectivement, moi je l'ai vu à Los Angeles 2008. Hein. 2008, du jour au lendemain, t'avais je veux dire, tu vas à downtown Los Angeles, c'est 150 000 homeless. Incroyable. Et comme tu dis, donc ça fait partie c'est quand même la première puissance économique mondiale qui a ce genre de poche de pauvreté qui augmente partout. C'est vrai que c'est structurellement fragilisant, c'est dangereux. Mais moi j'ai toujours dit que les États-Unis c'est le tiers-monde. Hein. C'est le tiers-monde ici. T'as des bouts de machin qui vont bien, mais le reste t'hallucine. Moi j'ai jamais autant halluciné qu'aux États-Unis en termes de pauvreté. C'est le tiers-monde, notre infrastructure, c'est le tiers-monde. Le téléphone, rien que si on veut parler technologie et tout ça, tu as été un petit peu dans les technologies, mais tout ce qui concerne le téléphone portable, c'est le tiers-monde ici. Donc c'est assez intéressant. Les États-Unis, c'est hyper complexe, c'est une économie. On essaye toujours de définir les États-Unis en 3 mots, mais c'est impossible. C'est tellement vaste, c'est tellement complexe et tout. Et maintenant, en plus, on ajoute de la complexité avec un président de la République qui n'a pas un parcours typique, et ça c'est peut-être la bonne nouvelle, il se met à dos tout le monde, donc c'est peut-être qu'il se passe quelque chose. En tout cas, la moitié de la population, l'autre moitié elle le soutient, quoi. Et c'est polarisant, mais c'est jamais bon quand c'est polarisant, ça devrait. Ouais, mais des fois c'est l'autre moitié de la population le soutient pour peut-être pas pour les bonnes raisons. Ça c'est possible, ouais. Tu vois, c'est pour ça que je disais que chacun a sa petite réaction épidermique, mais va falloir que les gens se calment un peu, quoi. Mais c'est difficile, hein, parce que le climat est difficile, l'économie est difficile, c'est pas un moment facile à passer. Je pense que c'est pas que les États-Unis, je pense que c'est l'Europe, je pense que on vit quelque chose à l'échelle mondiale. Oui, enfin bon, moi évidemment je prêche pour ma paroisse là, mais c'est vrai que pour moi, sans être doomer, tu vois, ça. Moi, je suis pas doomer. Hein. Non, mais néanmoins, le processus prévisible se cristallise. Alors, l'Europe, tu le vois aussi, l'Angleterre était hyper divisée autour du Brexit et continue à l'être. La France ça va être intéressant ces élections cette année. D'ailleurs, je vais rester loin de la France pendant les 3 prochains mois parce que ça va être encore l'hystérie et ils vont faire des cacas mentaux assez importants. Quoi qu'il se passe, tu sais, ils peuvent encore avoir. Moi, mon pronostic,
c'est que le socialiste, il gagne. Donc ça va être un truc de nouveau hallucinant. Si c'est pas le socialiste qui gagne, ça va être... t'imagines le Front National gagner en France? Enfin, moi, ça me paraît très improbable. C'est pas impossible. Mais si c'est le cas... Honnêtement, je pensais pas que Trump allait passer. Hein. Ouais, voilà. Donc, alors moi, oui. Trump, mais Le Pen, c'est pas le même combat. Mais une Marine Le Pen, c'est des émeutes dans la rue. Pour des raisons stupides, mais enfin... Émeutes dans la rue. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais l'Allemagne... Là, je discutais aujourd'hui avec une dame qui habite en Allemagne. Je la salue parce qu'elle t'aime bien aussi, donc elle suivra cette vidéo, qui m'expliquait que voilà, en Allemagne aussi, les gens commencent à flipper. Ils commencent à avoir peur. Alors, sauf qu'en Allemagne, les gens, ils sont pas armés, ils sont pas préparés. Et puis surtout, on leur a dit depuis 70 ans que les Allemands sont méchants et que le reste du monde est gentil. Et là, maintenant, le reste du monde arrive chez eux et ils les violent, ils les butent, ils les tuent, ils les tapent dans la rue. Donc les mecs, ils se disent, mais what the fuck? Et moi, je lui dis, ben, vous aimez pas que je vous le dise, mais vous allez voir, vous allez reprendre vos vieux réflexes. Et moi, j'aime pas ça. Moi, j'ai pas envie d'avoir des mecs qui vont dans 5 ans en bottes et en uniforme. Enfin, non. Mais les Allemands vont retrouver un truc, quoi. Ou ils vont inventer autre chose. Mais les gens sont énervés. C'est en train de se diviser entre ceux qui disent, mais non, on est allemand, ça s'appelle Deutschland, ça s'appelle pas Dumbfuckisland, quoi. C'est l'Allemagne, c'est le peuple, c'est le terre des Allemands. Alors on a accueilli des Turcs, des Italiens, de tout ce qu'on veut, mais maintenant, stop. Et d'un autre côté, les gens disent non, mais en fait, les Allemands doivent mourir parce que c'est le seul moyen qu'on doit se diluer dans la masse du monde entier parce que on est trop méchants, donc on doit mourir. Et les autres disent mais non, on veut pas mourir. Donc c'est un truc hallucinant. C'est pour ça qu'une de mes stratégies, c'est de dire à tout le monde mais votez à gauche, quoi, ça va aller plus vite. Hein. Autant y aller le plus vite possible. Parce que moi je sais pas où ils veulent aller. Quand tu vois les programmes, je vois les programmes la télé aux US, il y a une dégradation totale, mais un nivellement, mais alors assez hallucinant. Sur tout ce qui est le gender, sexual orientation. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Il faut appeler maintenant, il faut dire he or she or xi or enfin il y a 15 pronoms différents à rajouter si tu veux être politiquement correct. It's fucked up. Surtout que ça touche 0,1% même pas de la population. Enfin c'est complètement débile. Ouais. Non, mais c'est pour ça que c'est intéressant de voir comment, si tu veux, la gauche, là, si tu veux, ils sont en train de pleurnicher en parlant de Trump, mais il n'y en a pas un seul qui se dit, attendez, mais est-ce qui se pose les questions? Pourquoi on a merdé? Pourquoi on a perdu déjà? Ce serait une bonne question à vous poser, les gars. Et en plus, le pire, c'est qu'ils continuent à creuser le trou à fond en s'enracinant dans des idéologies assez suspectes, quoi. Assez suspectes et assez sévères maintenant, à un point où je te dis, même moi, en tant que... Moi, je me considère, c'est des grands mots, je me considère libertarien anarchiste. C'est un grand mot. Hein. Mais oui, bien sûr. Voilà, je me considère, je suis pas Trump, j'aurais jamais voté pour Trump, j'aurais jamais voté pour Hillary non plus. Mais donc, c'est assez intéressant de voir que même des gens comme moi, qui sont quand même assez soft en tant que libertarien, je suis pro-mariage gay, je suis pro-marijuana, je suis pro-flingue. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Ouais, tant que personne ne vient me faire du mal. Et je suis quand même pris à partie, et on me prend à partie quand même en me traitant de raciste, de xénophobe, c'est assez incroyable. Tu dis aux États-Unis Tu dis aux États-Unis ou online sur Facebook ou des trucs comme ça? Non, ici. Que ce soit en ville, que ce soit nos amis, que ce soit sur Facebook, le Facebook perso et tout. Non, mais d'ailleurs, c'est très dangereux parce que, bon, si on veut être vraiment sérieux sur ce point, par exemple, c'est que l'insulte du fascisme et du nazisme, lorsqu'elle se fait à tout et n'importe quoi, c'est quand ton lapin méchant qui a grignoté la cage, tu le traites de nazi, au bout d'un moment, le mot a perdu de sa valeur. Et moi, je vois que la plupart des gens... Hein? Mais c'est plus le mot qui est intéressant. C'est plus le mot qui est intéressant. Non, ce qui est intéressant, c'est
intention derrière. Ben oui. Le problème, c'est que les gens. Enfin, moi, je vois que aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un nazi, machin, tout ce que tu veux, les gens n'en ont plus rien à foutre. Ils disent, ouais, whatever. C'est comme si tu me traitais de méchant, enfin, de pas beau. Enfin, les gens, ils s'en foutent. Ça ne touche plus personne. Les gens s'en foutent complètement. Et donc, et en fait, c'est vraiment dangereux parce que quelque part, on a banalisé quelque chose qui en réalité est une idéologie qui est horrible. Enfin, moi, je le dis vraiment, hein, parce que c'est étatiste, c'est liberticide, c'est totalitaire. C'est exactement l'opposé de ce que j'aime. Et comme toi, on a ce côté un peu laissez-nous tranquilles. Et de notre côté, on a ces gens qui se plaignent, partout en Europe et aux États-Unis, qui eux sont pour le contrôle par l'État, de tout, pour qu'on puisse dire que ce qu'ils veulent eux. Et donc ils sont totalitaires, et en réalité ils sont plus proches de l'aspect fasciste tel que le définissent eux-mêmes, qui est quand même loin de l'aspect historique, mais enfin, on a quelque chose d'hallucinant. On a en fait, et à mon avis, ma simple explication, c'est que c'est une génération qui a eu une éducation trop libertaire, justement, où on leur a jamais donné de limites, et où leur maturité émotionnelle est celle d'un enfant de 3 ans. Moi, j'en ai eu maintenant, j'ai mon 4e qui a 3 ans, et c'est tout à fait l'âge, entre 2 et 4 ans, où il commence à faire des crises en disant pour des trucs complètement absurdes, hein, je veux cette tasse et je veux jouer avec. Et nous, on lui dit non, tu vas la casser, t'es trop petit pour jouer avec cette tasse. Et à ce moment-là, il se jette par terre, il tape des pieds, il tape des mains. Et si toi, tu lui dis bon, d'accord, tu peux jouer avec cette tasse, et il la casse, et tu lui dis mais c'est pas grave, mon petit, etc., il va pas évoluer émotionnellement, il va pas comprendre que non, c'est non, et qu'il y a des limites, et que le monde est fait de putain de limites tout le temps. Tu fais une connerie au bureau, tu te fais virer. Tu trouves pas un job, t'as pas de salaire, tu payes pas ton loyer, t'es dehors. Enfin, le monde est dur. On le sait, c'est comme ça. Et donc, si tu apprends pas aux enfants à avoir cette maturité qui te responsabilise, ben, tu finis avec des jeunes où tu vois des profs d'université qui te disent de toute façon, je mettrai la note maximum à tout le monde parce que vous êtes là et parce que vous êtes tous égaux. Donc, enfin, au bout d'un moment, moi, j'entends des gens qui disent nous, on veut plus embaucher des diplômés des universités aux États-Unis dans leur domaine parce que on sait plus dire si c'est de la bonne qualité ou pas ce diplôme parce que c'est devenu du n'importe quoi. Et donc, il y a de ça. Il y a aussi, moi, ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que les millennials, là, la plus jeune des générations, les millennials et les Z, en fait, sont hyper système. Et moi, j'ai toujours pensé, bon, nous, toi, t'es comme moi, t'es un Xer, toi, et on est quand même très anti-système, quoi, très indépendant, et en fait, on est coincé entre ces deux générations, les boomers et les millennials, qui sont hyper système, en fait, sous leurs apparences, ouais, je gueule, je suis pas content, et ainsi de suite, sont très carrés, en fait. Et ils sont hyper dangereux, en fait, parce que t'as l'impression que c'est tous des petits rebelles, mais en fait, ils sont hyper carrés et hyper système, et ils adorent le système, et ils vont se battre à mort pour conserver ce système, même si ce système est pourri et qu'il ne marche pas. C'est hyper intéressant. Oui, parce que le système, c'est leur maman. C'est la maman qui te caresse et qui te dit « Mais t'en fais pas, mon petit, je m'occupe de toi. Je vais te protéger. » Alors que la vie, c'est le papa qui te dit « Bon, maintenant c'est l'heure d'aller faire dodo. Maintenant, arrête de faire des conneries. Sinon je t'en colle une. » Alors c'est interdit maintenant en France, mais on s'en fout, on fait quand même. Et parce que voilà, c'est anthropologique. Au bout d'un moment, on dit mon gamin, si tu veux devenir un homme, ma petite, si tu veux devenir une femme, à un moment tu prends tes responsabilités. Et c'est une question d'outils. T'es un parent, t'essayes de donner les meilleurs outils à tes gosses pour qu'ils survivent dans le monde dans lequel on est. Malheureusement, de nos jours, je pense que ça fait 30 ans qu'on donne les mauvais outils. Oui. Donc toi comme moi, on est dans une intention en fait d'alchimie où on changerait les outils. On ne travaille plus avec les mêmes outils qu'on a travaillé depuis 30 ans. Maintenant, on commence à retravailler avec la binette. On recommence à travailler avec la brouette, avec des choses tangibles où on peut un petit peu s'accaparer un minimum d'indépendance dans cette vie de merde qui est chiante à mourir, qui fait chier, où les gens sont fous.
Donc c'est super délicat parce que c'est hyper schizophrène en fait. Tu Non, vois. mais à part ça, c'est là où tu vois à quel point les films de zombies sont prescients. Ils ont tout. Romero, c'est un visionnaire ce mec. Parce que Génie. C'est un c'est un génie. génie. Parce que quand tu vois aujourd'hui entre les mecs qui se baladent avec leur téléphone, les mecs, ils sortent ils se réveillent, ils prennent leur petit déjeuner, ils vont dans leur voiture, ils posent le truc, ils conduisent en téléphone, machin. Ils arrivent au truc, ils vont à la gym, ils font leur truc avec le machin, ils ressortent. Enfin, putain, le jour où l'électricité s'arrête, le jour où il n'y a plus la bouffe dans les supermarchés, mais ces mecs, ils vont faire quoi? Ils vont se balader comme des zombies, ils vont rester là en position fœtale par terre. Enfin, ça va être... ou ils deviennent complètement hystériques. C'est hallucinant. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est qu'est-ce qu'ils racontent sur leur téléphone. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce qu'ils se racontent? Ils regardent des trucs, c'est ça qu'ils font? Ils regardent des films, des pornos, des conneries Tout ça, et en plus, je pense qu'ils racontent plein de choses derrière ton dos. Sur toi. Voilà, c'est ça qu'ils font en fait. Ils laissent des commentaires. Ils laissent des commentaires sur ton Facebook. Ils commentent sur le fait que tu t'es rasé, ou tu as changé de coiffure, ou que, je sais pas, ils aiment pas la couleur de ton sweatshirt, ou whatever. Moi, des fois, je vois des trucs complètement hallucinants. Hein. Donc, bon, et alors que on est des petits mecs, hein, on est rien du tout. Alors, t'imagines les gens un peu plus qui se font le buzz, quoi. Quand t'as Brad Pitt qui divorce d'Angelina Jolie, tu sais pas quoi, et t'as vu et qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs 12 gamins thaïlandais handicapés. Enfin, je sais pas. Tu vois, les gens, ils racontent des histoires, quoi. Tu vois, même moi, je suis au courant. Ouais. Je suis au courant qu'ils ont des Africains et des Thaïlandais handicapés comme gamins. Mais bon, tu vois, Madonna, ce qui paraît, les a jetés. Mais bon, j'en sais rien, tu vois. Il y a plein de... Moi, tu sais, bon, je vais pas chez le coiffeur, mais quand tu es dans une salle d'attente d'un Toubib ou quelque chose comme ça, qui a des magazines, tu prends ces machins, bon, alors tu sens tes neurones qui meurent pendant que tu les lis, tu sens littéralement les neurones qui hurlent de douleur parce que tu es en train de lire les histoires de je sais pas qui, enfin bref, de gens que tu découvres, que tout le monde connaît, mais que toi tu découvres à 45 ans, tu dis, mais c'est qui ça? Et tu dis, mais les gens s'intéressent à ça, quoi, c'est hallucinant. Et en fait, c'est nous les gens pas normaux, par définition. C'est nous les anormaux. Enfin, peut-être que toi, tu habites au Montana, donc ça va. Moi, dans mon village de montagne, les gens, ils s'en foutent aussi de ça. Mais dès que tu es dans les grandes villes, nous, on est des aliens. Bah, c'est juste que nous, on a différentes préoccupations ici, tu vois. C'est est-ce que le cheval va mourir cette nuit parce qu'il fait moins 30 Bon, c'est des préoccupations rurales, concrètes, mais je sais pas, c'est un peu, c'est hyper schizophrène pour moi, quoi, en fait, en ce moment, tu vois. Mais ça fait longtemps que c'est schizophrène, hein, mais. Non, mais we have to embrace schizophrenia. Il faut l'accepter et faire avec. Mais toi, justement, bien sûr, quand tu parles du cheval, toi, tu as des animaux dans ta ferme maintenant? Pas encore. Là, en fait, je viens de passer 3-4 mois à essayer de stabiliser, tu vois, refaire l'isolation, l'ossature, et ainsi de suite. Et puis, effectivement, là, au printemps, je viens juste de finir une formation sur l'apiculture. Donc, on va mettre des ruches derrière. Ça, c'est excellent. Elles tiennent l'hiver Elles tiennent l'hiver? Elles tiennent avec le froid, les abeilles? Cool. Ouais, tiennent avec le froid si toi tu fais bien ton boulot, quoi. Mais donc on va faire quelques ruches et puis des poules, le truc tout bête. Et puis voilà, on restait là avec les bébêtes. Ouais, c'est assez. Le plus simple. C'est gérable possible. Les poules. Parce que gérable, simple, pas chiant. Et même si tu es pas là 2-3 jours, ça va, les poules. Elles se débrouillent, tu leur laisses assez à bouffer, elles tiennent 2-3 jours sans toi. Ça va. Ouais. Et puis c'est un bon rapport, Ouais, ça fait des œufs, c'est excellent. Ouais, exactement. Et c'est là où tu vas voir. Effectivement, beaucoup de jardinage, nous, on va faire. Ah oui, ouais. Mais ça, c'est une science et un art, là, le jardinage. Je découvre chaque année. Bon, là, on est dans la
périodes où il y a de la neige, hein, donc ça va, mais c'est rigolo parce que tu vois, là aussi c'est intéressant, c'est que quand tu es dans une logique de jardinage pour le loisir, bon, tu fais ton truc comme tu as envie. Mais quand tu es dans une logique de dire, bon, ok, je dois faire quelque chose qui fonctionne et qui est... en fait, tu essaies de minimiser le temps que ça te prend et tu essaies de maximiser à la fois le rendement, mais aussi le paramètre qui est la richesse de la terre. Tu ne veux pas épuiser ta terre, donc tu dois bien réfléchir à qu'est-ce que tu mélanges, qu'est-ce qui fonctionne en permaculture, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et donc tu testes plein de trucs. Donc par exemple, j'ai découvert que les artichauts poussent bien chez moi. Et ils sont pérennes, ça repousse d'une année sur l'autre. Les choux de Bruxelles, peut-être, mais il faut bien s'en occuper l'hiver pour pas qu'ils aient trop froid, etc. Ouais. En revanche, les myrtilles, en montagne, à l'ombre, ça marche super bien. Donc alors maintenant, j'ai plein de myrtilles. En revanche, les framboises, elles sont mortes. Alors pourquoi? Alors est-ce que c'est des parasites? Tu testes, mais tu vas pas faire du joli. Tu fais du brutal, et ça marche pas, tu changes, et tu apprends, tu lis, mais c'est fascinant. Après, tu découvres que il y a la biodynamie aussi, que en fonction des saisons, de la lune, etc., c'est pas exactement pareil. Alors moi qui suis un peu, tu vois, assez carré, ça me paraît presque de la magie de lire des trucs comme ça, mais effectivement, les pommes de terre plantées à une période sont meilleures que celles plantées dans l'autre, parce que je teste. Sur un mois, je plante tous les jours et je vois, et je tiens mon petit calepin, etc., et je me dis, mais putain, pourquoi celle-là, elle est mieux que l'autre? Et que c'est exactement comme m'a dit le manuel, alors que putain, c'est la même pomme de terre dans la même terre, et puis c'est la putain de même jardin. Et ben, c'est pas pareil, quoi. C'est étonnant. Alors peut-être que c'est juste du hasard, mais sur plusieurs années, tu découvres. Donc moi, j'adore, c'est fascinant. Mais bon, voilà. Ouais. Non, c'est fascinant, et puis ça devient une nécessité, quoi. Parce que si on le fait pas nous-mêmes, si on commence pas à nourrir nous-mêmes nos gosses avec de la nourriture saine, là pour le coup c'est la fin du monde, hein. C'est clair que ça va être compliqué. Et tout à l'heure j'ai interviewé un monsieur qui fait qui pousse le réenracinement dans les communautés catholiques en France. Et je trouve que c'est en fait, il se dit, mais au fond, nous, en tant que catholiques, très, très catholiques, très traditionnels, le monde d'aujourd'hui est horrible pour eux. Et c'est clair que pour eux, le mariage gay, c'est une abomination. Enfin, et donc, ils en ont marre, j'allais dire plein de cul, mais c'est pas tout à fait l'expression juste en l'occurrence, mais ils en ont marre de vivre dans les villes où t'as les affiches avec des couples homosexuels qui s'embrassent, etc., tous les jours. Alors bon, moi, je vois mes enfants, quand ils voient des affiches comme ça, eux, ils rigolent, parce que c'est l'instinctif pour eux, c'est déjà quand il y a un garçon et une fille qui s'embrassent, pour des enfants de 8-9 ans, c'est ben, mais alors quand c'est en plus deux garçons, ils rigolent, ils disent c'est n'importe quoi. Bon, alors on peut se poser la question si c'est judicieux de mettre des affiches en pleine rue d'hommes avec des barbes qui s'embrassent. Mais bon, passons. En revanche, effectivement, il dit voilà, c'est mieux pour les enfants, c'est mieux de manger sainement, de vivre, de se réenraciner dans la campagne. Il a tout à fait raison. Et en fait, j'ai oublié de lui dire, mais parce que tu sais, il y a toujours cette expression qui dit mais quel monde on va laisser à nos enfants? Mais le corollaire est vrai. Quels enfants on va laisser à ce monde? Parce que si tu fais n'importe quoi avec tes enfants, ben voilà, tu augmentes l'armée de zombies. Et en plus, tu vas faire des gens qui sont déjà, c'est difficile parce que dans une famille, tu es tout seul. Et en face, tu as l'État qui s'occupe de l'école, tu as les entreprises, le système qui les travaille au corps tous les jours. Donc, c'est clair que sans la télévision, c'est plus facile, sans l'exposition. Mais à un moment, il faut aussi être socialisé. Parce que tu peux pas vivre comme un ermite, sinon tes enfants, ils sont trop décalés. Mais c'est un juste milieu très difficile à trouver. Très, très difficile. Le grand défi de notre époque. Combien tu te mets en retrait, combien tu te mets en avant, où tu te places par rapport à tout ça, c'est le grand défi. C'est le grand défi, il n'y a pas vraiment de... On en parle dans nos livres, il n'y a pas vraiment de réponse toute faite. Pour certaines personnes, ils ne peuvent pas faire autrement que d'habiter dans une ville parce que le boulot. Pour d'autres personnes, ils ne peuvent pas faire autrement que d'habiter en milieu rural parce qu'ils ont des parents qui sont en fin de vie, et ainsi de suite.
mais c'est le grand défi de notre époque, c'est où on se place. Ouais. Tu vois, où on se place pour pas trop être perturbé en fait, parce que c'est vachement perturbateur. Moi, je vois les gens, mais moi le premier, quoi. Je suis perturbé. Il y a des choses qui maintenant me perturbent. Tu vois ce que je veux dire? Et j'en rigole et je rationalise et ainsi de suite, mais je trouve ça perturbant. Tu vois. Ouais, Donc, comment tu te places et comment tu te places par rapport à toutes ces micro-perturbations, c'est tout le défi de peut-être même du survivalisme. Mais peut-être qu'il faut que tu files suit pour micro-agression, comme c'est à la mode maintenant. Ouais. Ou alors, plus simplement, il faut relire Nietzsche, encore et encore. Je lis Nietzsche tous les jours, hein. Il ne me lâche pas, lui. Et ouais, parce que... Dans une période, je suis très Sioran en ce moment. Ah ouais, on m'a dit que c'est assez cynique, je ne l'ai pas lu, celui. Ben moi, je lis, je suis en train de lire le prof de Nietzsche, Schopenhauer. Okay. Parce que j'ai envie de monter d'un cran, enfin, en arrière pour essayer de me dire, ok, Nietzsche c'est juste génial, mais d'où est-ce qu'il a trouvé ses idées? Donc j'ai envie de voir. Alors ensuite Schopenhauer, lui, il a bossé avec des gens comme Leibniz. Bon, il est à l'opposé de Kant, mais enfin, il a fréquenté des gens de cette époque-là avant. Chez les Anglais, il y avait Hobbes. À Kant, j'aime pas, mais bon, c'est intéressant de comprendre. Ouais. Moi, je suis très Kant, moi. Ah ouais? Non, c'est Kant ou Hobbes? Non, Kant pense que tout va bien. Pense que tout va être réglé pour le meilleur. C'est comme Rousseau. Non. Oh, si, quand même. Non. Kant, il a fait un petit manuel sur l'éducation. Ah ouais, il est pas mal celui-là. Il est pas mal. Ça va te plaire, ça. Ouais, il est pas mal celui-là. Bref, on pourrait passer notre vie à... C'est marrant parce que mon prof je fais un truc sportif tous les mardis, donc aujourd'hui on est mardi, ce matin, et lui c'est un ancien prof de philosophie qui en a eu assez d'enseigner la philosophie, et il est devenu prof de sport, donc il me fait faire un truc tous les mardis, je ferai une petite heure de trucs spécial avec lui, et c'est rigolo de voir que le type, alors pendant qu'il te fait faire des pompes et des tractions et des machins, tu discutes sur le fait pourquoi Nietzsche dit qu'il ne faut pas se retourner lorsqu'il traverse la rivière et qu'il passe le pont. Enfin, bref, il y a toutes sortes de choses rigolotes comme ça que tu découvres des gens étonnants dans la vie qui en ont aussi eu marre d'un certain système et qui cherchent leur indépendance ailleurs. C'est étonnant. Ouais. Mais ceci dit, tout est système. Tous ces systèmes, tu peux fuir un système en fait, en trouver un autre. La nature en est un. Hein. La nature, c'est peut-être le plus difficile de tous. Et c'est celui qu'on essaie aussi de maîtriser. C'est pour ça, d'où la fameuse discussion qu'on a déjà eue sur bushcraft ou pas bushcraft. Je veux dire, c'est que si tu peux pas, t'essayes tu dois bien pouvoir démerder. Mais a priori, tu vas pas rechercher le bushcraft comme mode de vie. C'est fucking trop difficile, quoi. T'as pas envie de vivre comme un Indien dans un tipi à 3000 mètres d'altitude, à moins 30 l'hiver. Enfin, c'est... Ouais, il y en a qui aiment. Tu vois, il y a des exceptions, quoi. Mais, bien sûr. Mais la plupart des gens, ils vont chercher la civilisation, le confort, et c'est juste normal, quoi. Mais voilà, c'est ce qui est fascinant dans cette démarche, de toute façon, de survivalisme, c'est de se dire... de se donner les moyens mentaux, physiques, matériels, d'avoir une gamme de choix, de possibilités, de choix, qui est la plus grande possible, en sachant qu'elle ne sera jamais parfaite, et que tu peux aussi te gourer, et que tu n'as peut-être pas vu venir certains trucs qui sont évidents pour l'un et pas pour l'autre, mais c'est quand même un travail... qui demande de l'intellect, de la réflexion, de la philosophie, tout autant que du physique, du matériel et du trial and error, je ne sais pas comment dire en français, de l'essai, du ratage, enfin, du nombre de fois que tu plantes tel légume, tel animal et que tu en subis les conséquences. La seule bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tu te plantes, c'est pas grave. En situation, entre guillemets, réelle, tu te plantes, t'es mal, t'es très très mal. Ouais, mais moi je maintiens que je pense qu'on y est en situation réelle. Hein. Pour beaucoup de gens, c'est... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ça s'est écrasé déjà depuis longtemps.
Et comme je le disais, le défi, c'est de se placer par rapport à tout ça, quoi. Et à mon avis, c'est comme d'habitude. La question qu'il faut se poser, c'est comment je veux vivre, quoi. C'est tout. C'est la seule question qu'il faut qu'on se pose. Si tu veux vivre à Paris dans le 12e et que tu veux être ingénieur, ben voilà, c'est ça que tu veux faire, quoi. Et ça viendra avec les problématiques qu'on connaît. Et aussi avec les inconvénients et les avantages qu'on connaît. C'est marrant. Mais je pense quand même que notre génération, peut-être pas les plus jeunes parce qu'ils sont quand même hyper système, mais je pense quand même que notre génération, les Xers, on suit un petit peu, c'est assez intéressant, quoi, parce que nos parents et tu vois, les baby boomers ont eu leur période hippie, retour à la terre. Je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre, en fait. Et je pense que c'est intuitif. Notre génération, on arrive à 40, 45, 30, entre 35 et 50 ans. On se dit, putain, ça merde un petit peu. Intuitivement, je pense qu'on a quand même cet instinct de retour à la terre, de se dire, bon, comment je veux vivre maintenant? Tu vois, j'ai fait ce que j'ai eu à faire quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30 ans. Mais maintenant, c'est un petit peu temps j'aime pas trop utiliser le mot se retrancher, mais peut-être se retrancher, quoi, tu vois. Et nous, on a aussi peut-être, justement, notre génération a pu encore voir ce qui se faisait dans l'ancien temps. C'est-à-dire que nos grands-parents, c'était des mecs qui étaient très, très, très des merdes. Ouais, pour la plupart, ouais, bien sûr. La génération millennials et Z, eux, leurs grands-parents, c'est nos parents. Ouais, et nos parents, ils étaient pas... Enfin, ils étaient, comme tu dis, ils étaient déjà dans le système parce que complètement faussé. Tout a bien fonctionné. Eu la meilleure vie. Alors eux, c'est vraiment des enculés. Ouais, c'est la meilleure vie de tous les temps. Excusez-moi l'expression, mais alors quelle bande d'enculés. Ils sont nés au bon moment, ils vont mourir au bon moment. Vraiment une vie fantastique. Ils ont fait plein de pognon, ils se sont éclatés, le sexe, ils ont même pas eu le sida. Non, je veux dire, c'est génial, quoi. Oui, et bon, leurs noms seront maudits et martelés pendant des siècles et des siècles. Mais enfin bon, en attendant, c'est eux qui ont piné les hippies, quoi. Donc bref. Maintenant, le truc, c'est que les nouveaux, les jeunes, eux, ils n'ont pas de ce référentiel. Pour eux, la seule chose qui les frustre, c'est qu'ils peuvent pas être aussi bien que leurs grands-parents ou que leurs parents. Ils peuvent pas avoir le confort matériel et qu'ils vivent chez leurs parents. Ils se rendent compte que on leur avait dit va à l'université, tu verras, ça va être génial. Les mecs, tu sais, all I got is this lousy t-shirt et $70 000 de dette. Donc ils se retrouvent avec, ils sont endettés à vie, ils peuvent pas faire bankruptcy parce que le système il les a coincés. Donc les mecs ils sont couillonnés pour le restant de leur vie. Ils sont énervés. Non, j'aimerais pas être jeune, j'aimerais pas avoir 20 ans aujourd'hui. Ah non, c'est super dur. Ouais. Mais non, et en fait on commence à voir, enfin il y a un phénomène qui commence dans des pays, avant c'était l'Europe de l'Est, mais maintenant ça disparaît chez eux, ça arrive chez nous. On a, par exemple, de plus en plus de jeunes femmes qui, pour payer leurs études, se prostituent, etc. Enfin, c'est quelque chose qui n'était pas courant avant. Ça existait, bien sûr, mais c'était pas courant. Là, maintenant, ça devient, de ce que j'entends, vraiment fréquent et à tel point que ça dépasse les capacités, par exemple, des polices des mœurs, etc. Ils n'arrivent plus à suivre. Et ils se rendent compte qu'il y a ce phénomène de, bon, ben voilà, tu dois payer tes études. Et beaucoup de gamines, en plus, sont dans une, comment dire, par exemple, dans une génération où, de toute façon, baiser pour baiser, elles le font de toute façon, donc à la limite, autant être payé. Et la logique, le raccourci, il est beaucoup plus vite fait parce qu'il n'y a plus les contraintes morales, etc., etc. Il y a des phénomènes comme ça qui se mettent en place, très, très nouveaux. Et donc d'ailleurs, c'est le point intéressant parce que je connais par exemple, pas mal comme toi, on a des lecteurs qui sont des musulmans, par exemple, et qui eux disent, mais nous, on n'a pas envie de nous intégrer. Faut nous comprendre, on veut pas devenir comme vous. Et toi, culturellement, hein, parce qu'on leur dit, non, mais il faut s'assimiler, mais eux ils disent, mais no way, on veut pas. Parce que, alors, ils seront dans d'autres sortes de problèmes, mais tu vois, cette complexité, elle n'existait pas avant. Et tu as raison, nos parents ont une vie beaucoup plus simple. Nous, on est encore rattachés à un ancien monde. On a le pied dans les deux mondes. Mais les générations qui suivent, si nous, on ne fait pas le transfert du témoin, si on veut,
mais avec tu vois, on a vendu tu vois, bientôt 100 000 peut-être bouquins, mais je sais pas combien on en est de Rue Barbare, mais ça doit être, tu vois, plusieurs dizaines de milliers, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Bien sûr, c'est une goutte d'eau dans l'océan, et puis c'est une goutte d'eau qui est malheureusement très mal comprise. Bon, on n'est pas les seuls, hein, de loin de là, bien sûr, mais enfin, tu sais, quand je vois des discussions de films, il y a deux ou trois films de discussion chez des gens qui sont, on va dire, des preppers, mais de gauche, qui s'ignorent un peu, mais qui sont dans la permaculture, dans plein de trucs, et il faut les encourager, c'est très très bien. Moi, j'apprends beaucoup en les écoutant, en suivant un petit peu ce qu'ils font. Mais, par exemple, je vois qu'il y a des sujets, comme tu sais, bah, c'est toujours la défense, le machin, il y a un angélisme hallucinant. Enfin, les mecs, ils se rendent pas compte ils sont en train de se préparer pour les autres. Mais, oui, ils y viendront plus tard. Mais enfin, c'est bien, il faut l'encourager, donc on n'est pas les seuls. C'est même pas la question, c'est même pas la question. Je comprends pas pourquoi on parle toujours de ça. Il y a, comme s'il y avait un avant et un après, ça veut dire que après, on va aller chez eux pour leur prendre leur nourriture. Pour moi, il n'y a pas d'avant et pas d'après. Non, mais ça se fait déjà maintenant. Ça se fait déjà. Moi, c'est fait, moi, tu vois. C'est-à-dire que les gens, ils se font cambrioler aujourd'hui déjà. Ah oui, oui. On leur prend leur truc aujourd'hui, quoi. Non, je pense, c'est toujours pareil. Je pense que le plus gros problème, c'est que les gens se rendent pas compte de l'inhérente immondité du monde dans lequel on vit, quoi. Les gens veulent toujours pas comprendre qu'il y a des méchants, tu vois. Ah, ça oui, ça oui. Que ce soit aujourd'hui ou que ce soit après un effondrement dans 20 ans, si les gens ne l'intègrent pas aujourd'hui déjà avec tout ce qui se passe, avec les meurtres, les viols, on a combien de viols par jour en France, combien de meurtres par jour en France, enfin je veux dire, si les gens se rendent pas compte aujourd'hui que peut-être c'est 350 maintenant. Il y a des méchants et que peut-être qu'il y en a un qui va me tomber dessus un jour ou sur ma fille ou sur ma femme, c'est que les gens, moi je peux plus rien faire pour eux, quoi. Je veux dire. Oui. Mais tu vois, quand je dis que c'est de la sélection naturelle, on te traite de tous les noms dans les médias, on te dit ah voilà, eugéniste. Alors qu'évidemment que oui. Mais parce que tu titilles. Mais évidemment, mais ça fait partie de c'est mon job de faire ça. J'y peux rien, c'est ma nature. Je serai comme le scorpion qui piquera sans arrêt de ce côté-là. Et puis on s'en fout de ce que pensent les médias. Mais des fois on s'en fout pas. Parce des fois ça heurte, oui, c'est te pousse dans la merde. Oui, alors j'ai la chance de ne pas avoir un job dans l'administration ou des choses comme ça, mais c'est vrai. On est plusieurs à l'avoir dit. À partir du moment où tu passes un certain cap, tu peux plus aller bosser chez McDonald's. Hein. Non, c'est clair. Bon, en même temps, par exemple, le fait de dire ce que je pense et que même sorti de son contexte, etc. À la fin, j'avais une petite séance de consulting pour l'État ici en Suisse. Bon, à la fin, ils ont été obligés de pas m'embaucher. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas pour les 4 000 ou 5 000 dollars que ça représente. Rien à foutre. Et c'est vrai que c'est rigolo de se voir. Je sais pas, il y a eu 4 ou 5 millions de personnes qui m'ont vu pendant 3 jours raconter des conneries sur Internet, au téléjournal, dans les médias, etc. Donc ça, c'est sûr que c'était assez rigolo. Non, mais t'en as fait des belles, là. T'as eu ça, après t'as interviewé Conversano. Mais c'est lui qui m'a interviewé, justement. Mais c'était très intéressant, c'était tout à fait... Moi, j'ai apprécié cette interview. Et c'est un jeune homme tout à fait charmant et qui n'est pas ce qu'il prétend être. Enfin, alors moi, ça me fait toujours rigoler quand un type dit « je suis nazi », alors qu'en réalité, c'est un type normal. Alors je pense qu'il ne sait pas, il n'a pas la profondeur historique de ce qu'il dit être. Il ne se rend pas compte. Parce que, par exemple, on parlait d'enfants et de... Il a quel âge, lui? Tu sais quel âge il a, lui? Il doit avoir 29 ou 30 ans. Il est jeune. Oh, il est jeune. Tu vois, il ne se rend pas compte. Il n'y a pas de nazisme light. C'est comme il n'y a pas de communisme light. Les gens ne se rendent pas compte. C'est comme il n'y a pas H dans ta gueule light. Non, c'est le viking light, il te découpe en deux, et c'est tout. Mais tu vois, c'est intéressant. Par exemple, aujourd'hui, mon fils rentre, mon grand, il a 11 ans, il rentre de l'école, et il me dit, voilà, je dois lire ce livre pour l'école. Et je lui dis, enfin, ils te font lire un livre, parce que moi, je lui fais lire des livres par ailleurs, mais
Mais moi, je trouve qu'à 11 ans, tu devrais déjà avoir lu, je sais pas, 300 livres, quoi. C'est pas, c'est au moins une vingtaine de bouquins. Tu dois avoir lu Marcel Pagnol, enfin des trucs qu'on lisait quand on était gamin. Tu vois, t'es obligé de lire parce que on La t'oblige. Redoute, les Trois Suisses. Et là, donc ils lui amènent, ils lui disent, il faut que tu lises. Donc le livre à lire, c'est Anne Frank. Ah, tu te dis putain, ils ont décidé de te faire de l'idéologie dès le départ, quoi. C'est en gros, on va te culpabiliser en disant, regardez comme on est méchant avec les petites filles juives. Non, mais Anne Frank, Mais c'est vachement bien, mais c'est bien. Mais tout d'un coup, je lui dis, bon, bah, je dois te faire un contexte. Parce que lui, il dit, mais ils sont méchants, les nazis. Je dis, oui, ils sont méchants, les nazis, mais je dois t'expliquer pourquoi. Parce que si tu comprends pas le pourquoi, après, tu vas croire qu'il y a des gens qui sont juste méchants. Puis c'est spontané, c'est une génération spontanée. Non, il y a une perspective historique, donc est-ce que tu sais ce que c'est que la Première Guerre mondiale? Oui, bon, vaguement, machin. Et tu lui expliques les trucs et les tenants et les aboutissants, et tu expliques pourquoi. Et c'est ce que, d'ailleurs, bon, bah, ça c'est au-delà de son niveau, mais à la fin, je dois lui expliquer. Quand Hannah Arendt explique ce qu'elle appelle la banalité du mal, c'est qu'en fait, tout le monde, on peut tous un jour devenir nazi, on peut tous un jour devenir communiste, enfin c'est pareil, mais on peut tous un jour devenir des horribles massacreurs de gens, sauf exception. Mais l'immense majorité des gens, elle va suivre la masse parce qu'on va lui donner les bonnes raisons. Et c'est ça qui rend dangereux les sociétés humaines, et ce qui fait que peut-être des gens qui ont notre tempérament, ils ont envie d'être un peu loin de ça aussi. C'est qu'on on a tous cette banale capacité à devenir des sacrés enculés si on nous met dans les bonnes conditions. Et ces bonnes conditions, elles se engineer, elles se structurent, elles se préparent. Et comme tu dis, moi, l'enculé qui vient me cambrioler, il a un niveau de méchanceté. Mais le vrai enculé, c'est celui qui a créé la société qui permet qu'il y ait beaucoup de ces gens qui puissent le faire. Il y a des niveaux d'organisation du mal, en fait. J'aime pas ce mot, j'aime pas le bien, le mal. Quiconque a Nietzsche comprend que c'est très subjectif. Mais enfin, les gens qui deviennent agressifs et qui initient la violence, pour prendre un terme libertarien, ils ont été mis dans des conditions pour cela. Et ces conditions, elles ne sont pas souvent dues au hasard, elles sont aussi créées. Et donc il y a un contexte. À partir de ce moment-là, tu peux rationaliser l'initiation de la violence sur des milliers d'années aussi. Au bout d'un moment, l'initiation de la violence, elle est de temps 0 à 1, elle n'est pas de temps moins 1000 à 1. Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors justement, l'idée c'est de ne pas rationaliser. L'idée c'est d'expliquer le contexte, mais qu'à la fin, le but c'est que tu ne vas pas prendre une gamine de 10 ans chez ses parents et tu la fous dans un train et tu l'emmènes dans un camp. Ça ne se fait pas, point. Même si on te donne l'ordre, et ça ne se fait pas. Et la leçon du communisme et du nazisme, et c'est ça qui est intéressant d'apprendre, c'est que si on te dit de faire quelque chose qui est fondamentalement immoral, tu ne le fais pas. Parce que sinon tout le monde va le faire, et sinon c'est le bordel. Donc quand on te dit, dans la démocratie, bon, bah, les règles du jeu, c'est que... Alors on peut ne pas être d'accord avec, on peut dire que c'est un mauvais système. Mais si à partir du moment où tu dis, bon, j'accepte que le système, c'est que le plus grand nombre décide qui est le chef pendant un certain nombre de temps, qui décide les lois pendant un certain moment, et que, au bout d'un moment, c'est le jeu. Alors tu peux œuvrer pour que le jeu change, tu peux œuvrer pour que les règles changent, mais à partir du moment où tu les acceptes, tu dois avoir la responsabilité de dire, bon, dans un certain cadre, dans certaines limites morales, tu acceptes le jeu. Après, les limites morales, c'est relatif, on est d'accord. Ça. Ouais, est-ce que t'as faim ou est-ce que t'as pas faim? Oui, et est-ce que... Non, mais c'est... Mais d'ailleurs, c'est ces limites morales qui se posaient en Allemagne dans les années 20. Parce que là aussi, tu peux pas expliquer pourquoi les Allemands étaient si énervés si tu expliques pas que les mecs, ils crevaient la dalle dans les années 20. Et qui les a mis dans la situation où ils crevaient la dalle? Eux ont trouvé une explication à cette question qui était un petit peu simpliste, c'est vrai. Et donc ils se sont énervés, ils se sont focalisés sur 2-3 ennemis, et donc ça explique qu'ensuite ils s'étaient énervés, mais bon, c'est compliqué. On peut pas juste dire ils étaient méchants. Ça, c'est trop facile. Donc voilà, l'éducation des enfants, ça fait partie d'expliquer ces contextes, etc. C'est pas simple. Non, c'est pas simple. Ouais. Non, c'est clair, c'est clair. Parce que c'est comme, tu vois, aux États-Unis, c'est comme dire les sudistes, ils étaient méchants parce qu'ils avaient de l'esclavage. Mais tout le monde avait de l'esclavage avant.
Enfin, donc, c'est pas une question d'être bon ou méchant, c'est que tu as un système qui décide qu'il est plus fort que l'autre et il va changer l'autre. Puis ensuite, tu te bats et celui qui est plus fort, il gagne. Et il impose sa volonté à l'autre. Est-ce que c'est moral ou pas? Après, ça se discute philosophiquement, bien sûr. Mais c'est pas la philosophie qui fait que. À la fin, c'est souvent la force. L'Allemagne, elle n'a pas été défaite, elle n'a pas été battue par le débat. Le sud des États-Unis, l'esclavage n'a pas été éliminé par le débat. Le communisme peut-être en Union soviétique, un peu. Mais ça a été aussi des bras de fer et de la guerre pendant longtemps. Une course aux armements, voilà, il y avait de l'effort, quoi. C'est pas un salon où on dit non, mais je vais te montrer que ton idée, elle est pas bonne. Oui, ce serait sympa si c'était comme ça. On l'a vu en France, justement, quand il y a même parfois chez des gens où les idées sont pas bonnes, tac, où ils sont pas d'accord, il y en a un qui fracasse, celui qui peut, il fracasse la tronche à l'autre. Alors, ça passe pas bien, mais n'empêche qu'il il le fait. Donc, Ouais, ouais. enfin, C'est toujours plus facile de détruire que de construire, hein. ça c'est vrai. Ça, c'est évident. Donc on va voir quoi, on va voir si en ce moment, voilà, peut-être que c'est ça la question. Est-ce qu'on est dans une période de destruction ou est-ce qu'on est dans une période de construction? Des fois c'est difficile à voir, hein. Pour moi, je sais que personnellement, je suis dans une période individuellement de construction. Ouais, ouais. Mais peut-être que c'est dans une période de construction parce que je me sens dans un monde de destruction. Je sais pas. Tu vois? Oui, bon, tu sais, c'est comme, tu sais, quand tu fais un effort physique, ton muscle se détruit et il se reconstruit après un petit peu plus fort. Pareil, les os, quand tu fais trop d'efforts, en fait, ils s'usent et ensuite, par le bon repos et la bonne nutrition, ils se reconstruisent plus fort, ils se densifient. Et donc, cette destruction-création, elle est inhérente à tous les éléments d'une vie. Tu vois, les arbres, parfois ils subissent des dommages et puis ils se renforcent, ils redeviennent plus forts. Si les conditions sont bonnes, on peut reconstruire mieux sur l'existant qui est blessé ou qui est cassé. Bon, et donc c'est vrai que il y a une constante, mais l'histoire nous montre que malheureusement c'est pas linéaire. Parfois il y a des civilisations qui se plantent définitivement et qui ne reviennent plus. Donc après les gens ils disparaissent pas nécessairement. Il y a toujours, enfin la plupart disparaissent, mais il y a toujours une partie de la population qui s'en sort, même dans les invasions. À la fin, il y a toujours c'est rare qu'il y ait une élimination totale d'une population par une autre. À la fin, il y a toujours un peu de mélange, etc. Ça, c'est le rôle des femmes, hein. Les femmes, généralement, elles sont pas exterminées, elles sont englobées par les conquérants, etc. Il y a plein d'exemples comme ça dans l'histoire. Donc, ça s'arrête pas comme ça. Enfin, en tout cas, à part, euh, à part imaginer des guerres nucléaires à une immense échelle, mais elles sont franchement pas réellement réalistes. Enfin, elles sont pas probables. Il y a pas des personnes qui ont une volonté d'envoyer 25 000 têtes nucléaires sur son voisin. Enfin, ça n'existe pas. Ça a existé, mais plus maintenant, heureusement. Mais le, même Clinton, elle n'aurait pas fait une guerre nucléaire à cette envergure-là contre la Russie. Enfin, you never know. Mais Non, je pense pas. non, quand même pas. Je pense pas. Je pense pas à ce point-là. Elle aurait continué les guerres, mais certainement pas à ce niveau-là. Donc, l'incertitude doit être maîtrisée. Tu sais, là, je suis en train d'écrire sur la peur. Le prochain bouquin sera sûrement sur la peur. C'est en train de prendre forme. Et la peur, c'est aussi un élément qui est ambivalent. Il peut nous pousser à faire des choses extraordinaires et nous en sortir. L'angoisse, hein, la peur, toutes ces émotions assimilées. Et c'est un réflexe extrêmement salutaire dans la survie, on le sait. Hein, c'est un geste de protection, c'est un métabolisme qui change subitement, des hormones qui te rendent plus capable de mieux réagir à une situation. Mais en même temps, ça peut aussi t'amener à faire des conneries, à déprimer, à finir dans des angoisses, des phobies qui durent, qui sont pérennes et qui sont mauvaises. Donc comment tu gères? Et on est dans un monde qui commence à angoisser beaucoup de gens et qui explique peut-être ces réactions complètement folles de beaucoup de gens. C'est qu'une manière de gérer,
c'est d'être dans l'irrationnel et de. Il y a plein de choses liées à la peur. Une des émotions de base de l'être humain. Je pense que justement, la réaction la plus bizarre pour moi, c'est pas les gens qui réagissent comme on nous montre dans, tu vois, les preppers, les machins avec leurs bunkers. C'est la masse de gens qui ne réagit pas, en fait. Moi, c'est ça qui me choque. Tu vois, c'est pas les 10 connards qui mettent un truc nucléaire sous leur garage. C'est les 10 millions de personnes, par exemple, d'une ville entière comme, j'en sais rien, Los Angeles, où il n'y a pas d'eau potable, c'est dans un désert. Oui, ils sont niqués. Ah oui, non, c'est fini. Qui réagissent pas, qui continuent à mettre la clim comme si c'était 1955. Puis tu multiplies. C'est ça qui est inquiétant. Et puis c'est Los Angeles, c'est San Diego, c'est Phoenix, c'est Albuquerque, enfin la liste, putain, des villes qui sont dans des zones de merde. Où il devrait y avoir 50 personnes. Enfin, je veux dire, elle est immense. Enfin, Austin, Dallas, enfin là, putain, c'est toute cette belt du désert là. Et après, bah t'as les autres trucs. T'as Atlanta, c'est super Atlanta. C'est une super ville. Sauf que putain, c'est une population énorme pour le bassin que ça représente. Donc chaque grande et t'imagines Minneapolis l'hiver sans chauffage. Putain. Ouais, ou même New York. Ou même New York. C'est chaud, quoi, si je puis dire. Donc, c'est pour ça c'est intéressant. Des fois, on se focalise. Des fois, il y a un tour de magie qui s'opère. Tu vois, on se dit, ah putain, les mecs, c'est des malades avec leur bunker. Mais en fait, non, ça c'est 10 connards. Ouais, peut-être qu'ils sont malades, mais peut-être c'est excessif. Mais ça, on sait pas. C'est les millions d'autres. J'étais à San Francisco l'année dernière. San Francisco, c'est une bombe à retardement, tu vois. Et les gens, putain, téléphone, croissant. T'as un plan, je sais pas, moi, s'il y a un tremblement de terre ou quelque chose, non, rien à foutre. Il y aura, comment il s'appelle, il y aura The Rock qui viendra les aider. Ouais, The Rock qui va venir les aider. Dwayne Johnson. Non, c'est ça qui est fascinant. Ce qui est fascinant, mais c'est ce que je dis depuis le début, quoi. C'est fascinant et schizophrène à la fois, quoi. C'est que on est dans un état, dans un flux perpétuel de tout va bien, tout va mal. Tu vois ce que je veux dire? Oh, attends, ça va être génial. On vient de découvrir cette source d'énergie absolument fantastique. Au bout de la mer, on va tous crever d'un cancer. Tu vois, c'est toujours cette. Ah oui, mais les médias jouent là-dessus. Les algues bleues. Effectivement, ensuite c'est les phosphates dans le BPA dans le truc. Après ils vont nous dire l'eau est en fait empoisonnée dans les tuyaux machin. Et au final, tu sais pas. Au final, c'est des tours de magie, c'est des tours de passe-passe, et tu sais plus où est la carte. Qu'est-ce que j'ai choisi, qu'est-ce que j'ai pris, c'est quoi mon avenir. T'es au théâtre, si ton cul. Mais l'angoisse te rend facile à manipuler, te rend l'angoisse massive. Elle te rend fébrile et consommateur compulsif, donc c'est bon pour le business. L'angoisse. Mais tu vois, justement, peut-être qu'il n'y a peut-être pas assez d'angoisse, quoi. Peut-être que les gens sont en fait pas assez angoissés. Ou peut-être il y a un problème de cognition, de réflexion, Ouais, parfois c'est étonnant de se dire, pour des gens comme nous, c'est tellement évident. Et c'est peut-être mieux, hein. Moi, j'ai pas envie que tout le monde vienne déménager dans le Montana et commence à avoir 30 chèvres. Ça m'arrange, si tu veux. Mais je sais pas, moi je trouve ça hyper intéressant, fascinant. On vit une époque fantastique quoi qu'il arrive. Je crois qu'on peut on s'en souviendra. C'est pas la fin de l'histoire, bien au contraire. On est en train de vivre un truc qui va être, ça va être un pivot dans l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, toi, tu as été pris par ton déménagement et tout ce travail en plein hiver pour ta nouvelle maison. Qu'est-ce que tu as comme projet pour 2017 à part ça? Ton van, d'autres choses? Non, j'ai vraiment envie de me focaliser sur cette idée de ferme urbaine, vraiment développer cette idée le plus possible, le plus profondément possible, le plus intelligemment possible. Ça va me prendre beaucoup de temps à mettre en place tous les systèmes hydriques, électriques,
construire une serre, m'occuper des abeilles, toutes ces choses-là. Mais vraiment, vraiment m'enraciner, quoi. Vraiment m'enraciner à fond. Je veux refaire tout le garage, faire vraiment un atelier. Comme ça, si on perd notre boulot, moi, je peux recommencer à faire de la production, même minimale, mais dans le garage. Je veux renforcer, solidifier et renforcer notre indépendance et notre autonomie à fond la caisse en 2017. Faire plus de formations, finir toutes mes formations sur les armes à feu, finir toutes mes formations par rapport aux premiers soins. Fuck les gens, je crois que j'ai un petit peu abandonné, essayer de me faire des copains, ça me casse les couilles. Mais tes voisins. Donc, j'y vais tout seul comme un grand. Mais autour de toi, ça marche le lien avec tes voisins et les gens autour de ta ferme? Non, sincèrement, je m'en branle à fond la caisse. Ah ouais. C'est tous des connards. Ouais. Les gens, c'est bizarre ici parce que ici, moi, je suis coupé, si tu veux, je suis dans un milieu rural, mais en même temps, je suis en ville. Donc, je suis coupé entre deux catégories de personnes. Le cow-boy américain de base, l'intellectuel américain de gauche. Okay, parce qu'on a une grosse université ici. C'est vrai. Donc, ça, c'est mes deux compagnons. Je suis français, donc l'américain cow-boy de base, tu vois, ça le fait pas, c'est encore un truc. Il est méfiant. Et on n'y arrive pas, tu vois. L'intellectuel de gauche, là, je pourrais me laisser tenter, tu vois. Mais bon, à quoi bon? Au final, c'est toujours la déception, quoi. C'est parce que là, en fait, t'es qu'un gros con, quoi, tu vois. Donc, je suis un petit peu coincé entre ces deux pierres. J'ai quelques copains qui sont très intéressants, qui sont peut-être un mélange des deux, tu vois, qui sont, voilà, j'ai des copains militaires ici, j'ai des copains flics, mais ça reste à l'échelle du copinage. Pas, tu vois, on n'est pas meilleurs copains, quoi. C'est pas facile. Pas facile. Mes meilleurs copains sont en France, c'est ça, tu vois, moi, c'est le problème. Moi, j'ai des copains en France, j'ai des guerriers, j'ai tout ce qu'il faut en France, mais ils sont en France, quoi. Eh oui, non, ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, je vois, j'ai des liens très forts avec mes amis d'enfance. C'est très affectif. Et ceux qui sont en Italie, dans le village de mes grands-parents que je voyais, bah, je vois qu'ils vivent encore parce que bon, bah, ils sont restés dans ce petit village et ils ont eu des petits boulots toute leur vie. Et en fait, ils sont très résilients en réalité, mais évidemment, ils sont à 400 km de moi. Et ceux mes très bons copains, à part un ou deux qui ont fait la même démarche, mais qui ne sont pas du tout dans la même région que moi, qui ont une petite maison dans la montagne, qui ont fait leur truc, etc., qui font leur jardin, l'immense majorité, ils ne veulent pas comprendre. Ils sont toujours... quand on fait des dîners, en gros, c'est... Bon, ils se moquent pas parce que je suis plus grand et plus fort qu'eux, mais ils me taquinent, ils me disent « Ah oui, alors toi, ça va avec tes poules et ta montagne et tout », et puis ils se moquent un peu, enfin... Et comme, bon, ben, je les adore, évidemment, je leur dis, ben, tu sais, le jour où il y a un vrai problème, tu sais, il faudra que tu viennes, mais il faut que tu grossisses un peu avant, parce que faut que tu vois, on va s'occuper de toi. Donc on plaisante sur ces trucs-là, on va dire, mais où on dit toujours, voilà, moi je leur dis toujours, tu sais, la définition d'un ami, c'est quelqu'un sur qui je ne tirerai pas, quelqu'un que je laisserai repartir vivant le jour où il se pointe non préparé chez moi. Mais la réalité, c'est que évidemment autour de là où j'ai ma ferme, c'est des gens de campagne. Alors c'est pas des cow-boys, c'est des montagnards suisses qui sont pris dans leur truc quotidien à fond. Et le truc quotidien, c'est pas que la ferme. Bien sûr, c'est les animaux, le machin. Mais comme tu le sais, les agriculteurs d'aujourd'hui, ils sont pas dans une approche de résilience, ils sont dans une approche de production. Je dois faire des hectolitres de lait, je dois produire des tonnes de fromage, je dois produire parce que... Et d'une manière, la plupart du temps, malheureusement, insoutenable. Alors chez moi, ça va, mais je vois bien qu'ils doivent rembourser leurs dettes parce qu'ils ont dû refaire une grange une ferme avec des nouvelles normes hygiéniques, machin, européennes, trucs muches. Donc ils ont dû s'endetter d'un million, 1 million. Tu vois, des trucs comme ça. Ce million, à raison de 2 ou 3 centimes par litre de lait,
Il faut aller en faire du litre de lait pour pouvoir le rembourser, et puis ils doivent vivre. Donc tout d'un coup, ils sont dans des logiques productivistes. Alors, comme c'est très protégé la Suisse, on a des normes, tu vois, les vaches, elles sont super bien, il n'y a pas les batteries, en tout cas pas dans là où je suis, c'est interdit. Donc les animaux, ils sont cool. Mais enfin, justement, ils sont cool, donc il n'y en a pas beaucoup, donc il faut en vendre du lait. Donc ils n'ont pas le temps de réfléchir à, bon, je vais aller chasser. Non, tous les jours, du matin, de 4 heures du matin à 5 heures du soir, je m'occupe de mes vaches et je fais du lait. Et donc bon, et donc c'est difficile de discuter, de devenir amis, parce que déjà, on n'a pas le temps. Et puis ensuite, bah, la vie est dure, donc il faut enlever la neige, il faut faire le truc, il faut préparer l'hiver, il faut préparer le printemps, il faut préparer... donc c'est vrai que c'est pas évident de se lier. Et puis eux, ils me voient comme étant un mec de la ville qui est venu acheter un truc chez eux, et ils comprennent pas pourquoi un mec de la ville vient acheter un truc chez eux, parce que ils ont bien compris, ils savent que je suis maintenant, forcément. Et ils sont pas contre tout ce que ils trouvent intéressant ma démarche, mais ils se disent, mais pourquoi tu vis pas en ville? C'est mieux la ville. Il y a plus de trucs à faire, il y a les bars, il y a les restaurants. Nous on le connaît, le seul restaurant du village, il est très bien, mais on y va juste pour se bourrer la gueule le vendredi soir. Non, le fossé est énorme. C'est vrai. La vérité, c'est qu'on en parle depuis des années tous les deux, mais que le lien social, c'est le plus dur. Et c'est vrai que moi, maintenant, voilà, arrivé à 45 ans, presque 46 ans, j'ai presque envie de dire le lien social va faire foutre. Hein. J'ai plus le temps, quoi, tu vois. Les gens, c'est des connards, les gens pensent que je suis un connard, c'est très bien, on va très bien, on va s'entendre très bien comme ça. On va faire des films sur toi. J'arrive, si tu veux, à être très bon copain. Alors ça, copiner, il n'y a pas de problème, tu vois, je te rends un service, on parle de ceci, on parle de cela, mais si c'est vraiment parler... putain, tu vois, il y a une couille, viens dans mon garage, on va faire le plan de tout le quartier pour voir comment récupérer l'âne de machin et le mouton de l'autre. Oh là, laisse tomber. Bon, comme disait l'autre, hein, ce sera le moment de le faire lorsque vous verrez aux nouvelles, avant que le satellite s'arrête, Los Angeles et New York brûlés, quoi. À ce moment-là, ce sera le moment d'aller voir les voisins en disant, bon, maintenant c'est le moment, quoi. Ouais, ou je sais même pas si ça marcherait comme ça ici, tu vois, parce que les gens sont déjà tellement soudés, on échange de la viande avec mes voisins. On n'a pas vraiment peut-être qu'on n'a pas vraiment besoin de lien social ici. Peut-être que ça se ferait naturellement et que, tu vois, parce qu'on n'a pas la pression urbaine de tous les jours, tu vois, on n'est pas dans le métro à se puer les uns sur les autres, on n'est pas, on n'a pas de pression, tu vois, on se lève tous les matins, mon voisin, on se lève en même temps. Donc on sort, on est en train de bouger la neige avec nos pelles, on se dit bonjour. Lui, il est super content, c'est un chasseur, voilà, il mange de la viande tous les jours, calme. Et tout va bien, tu vois. Peut-être qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête comme ça. Tu vois. Les plans plus complexes, peut-être que c'est effectivement plus important en milieu urbain, justement, où t'es vraiment là. Ouais. Si t'as un voisin qui merde ou qui est pas à l'échelle, à la hauteur, peut-être que là t'as un problème. Alors, nous, si tu veux, on sort les fusils à la fenêtre s'il y a un problème et puis on canarde tout ce qui bouge, on s'en branle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Alors c'est vrai qu'il y a aussi peut-être un élément qui est la culture américaine. Elle a un côté plus superficiel dans les liens avec les gens. Tout à fait. Culturel. Après, bon, les liens, ils se font comme, je sais pas si tu avais lu finalement le bouquin de Jack Donovan sur la voix virile, en français, c'était The Way of Man. Non, j'ai pas. Il est très bien. Tu peux le choper, alors la version anglaise est très bien aussi, hein, et qui montre comment en fait, les liens forts dans la vie, ils se font dans les gens qui ont partagé la guerre ensemble, qui sont dans des unités militaires, qui ont été dans des fratries, tu sais, qui ont vécu de la merde ensemble, quoi, qui ont eu des moments difficiles. Et surtout jeunes. Parce que c'est quand tu es jeune que, même au niveau des hormones, tu te lis... D'ailleurs, c'est marrant parce que, tu sais, dans les tribus traditionnelles, les enfants dans les villages, ils vivent toujours ensemble. Ils jouent, tu sais, t'as pas le temps de t'occuper d'eux. Donc, ils jouent ensemble toute leur vie. Et en fait, il y a un truc qui fait que
tu t'habitues à eux. Il y a au niveau hormonal qui fait que lorsque tu deviens adolescent, il y a très peu d'attirance sexuelle entre des enfants qui ont tout le temps passé leur vie ensemble. Typiquement, les frères et sœurs, ils n'ont pas d'attirance sexuelle les uns envers les autres, même s'ils ont à l'âge où tu as l'attirance pour quelqu'un d'un sexe différent, etc. Évidemment. Et donc c'est pour ça que l'espèce humaine, elle a toujours recherché le lien avec la tribu à côté pour que justement les jeunes puissent trouver des jeunes hommes et des jeunes femmes qui les attirent et qui organisent en fait des liens qui sont en fait qui se font par les liens de mariage en fait entre d'accouplement entre les jeunes de différents peuples. C'est pour ça que petit à petit ces tribus, elles ont tendance à collaborer parce qu'au fond, c'est les mêmes familles au bout d'un moment. Et on le voit d'ailleurs dans les montagnes en Suisse, on voit qu'il y a des liens de cousins, de machins, comme en Corse, comme en Sicile. Tu te rends compte que c'est extrêmement dense, mais d'une vallée sur l'autre, avec les conflits aussi, hein, parce qu'évidemment, ça va aussi avec le conflit. Des fois, tu comprends pas, tu dis, ah mais non, mais lui, je bosse pas avec lui. Toi, tu dis, pourquoi? Ah oui, non, parce que son oncle, il n'a pas respecté le quota de production de fromage qu'on lui avait donné, alors nous on a été lésés parce qu'il a vendu plus, alors il a... Ok, c'est votre histoire les mecs, c'est bien. Et donc il y a des trucs comme ça aussi. Mais ce lien, il existait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, je veux dire, quand les gens ils se rencontrent sur Tinder ou Facebook, ou je sais pas comment ils finissent par s'accoupler, c'est pas très fort le lien. Et les liens d'amitié, ils sont difficiles à trouver au boulot, machin. Et une fois que tu as passé un certain âge, tu te fais plus d'amis vraiment très forts. Non. Tu peux te faire des copains, tu peux faire des gens en qui tu as confiance, oui, mais cette amitié forte elle a passé, quoi. C'est comme le fait de tomber amoureux, c'est vachement dur de tomber amoureux à 40-50 ans. À 16 ans, c'est comme ça. Mais tu vois, donc il faut apprécier les liens qu'on a, et ceux qui ont été forgés avec les années. Donc mais tu as raison, c'est le plus dur, c'est l'élément le plus dur. Ouais. Et bon, moi, ça me convient, si tu veux. Nous, on est en binôme. Je sais que, voilà, s'il y a un mec qui a buté, qu'il faut l'enterrer dans le jardin, j'ai mon binôme, moi, tu vois. Je suis pas... Mais c'est déjà pas mal. Il y a des gens qui sont vraiment tout seuls. Tu vois. Nous, au moins, on est en binôme et on bosse en binôme et ça se passe bien, quoi. Mais c'est vrai qu'après... peut-être que c'est pas les mêmes besoins. Peut-être que si j'étais encore en milieu urbain strict à Los Angeles ou à Paris, ou peut-être que je ferais beaucoup plus il faut rejoindre un gang. Il faut rejoindre un gang, c'est obligé. Faut que tu viennes un Crips ou un Blood ou un je sais pas quoi, avec le foulard et les tatouages et tout. Un frog. Oui, alors le club des frogs ou des spaghettis dans les ça va être. Mais voilà, il y a les mafias. Ça aussi, hein, on oublie, mais eux, c'est des groupes d'hommes ensemble qui sont assez unis en général, parce que sinon sinon they whack you. Ouais, non, c'est clair. Cool. Excellent. Écoute, ça m'a fait plaisir. Ça faisait longtemps, trop longtemps. Eh bien, je suis content que tes projets, alors pour 2017, sont finalement de consolider ce que tu es en train de faire, parce que c'est la maison, c'est beaucoup, hein, c'est important. Ouais, c'est important. Et puis, surtout, comme on l'a dit, dans une époque un petit peu, peut-être un petit peu plus instable, c'est vraiment important d'essayer de reconsolider, de vraiment bien repenser ses arrières, tu vois, rien qu'au niveau économique, financier, tu vois, qu'est-ce qui se passe si je perds mon boulot, tu vois, c'est pas fort, je sais qu'on est quand même hyper conditionné à se dire, putain, ça va s'effondrer, qu'est-ce qui se passe s'il y a la 3e guerre nucléaire? Avant de penser à ça, bien sûr. C'est perdre le boulot, tomber malade, c'est toujours chiant, mais bon, ça arrive quand même. Et comment on peut faire, tu vois, pour négocier ces moments un petit peu, ces intempéries, quoi, de la vie qui sont toutes bêtes et banales, mais la plupart d'entre nous, on n'y est pas préparé, quoi. On n'est pas préparé à perdre notre boulot, on n'est pas préparé à tomber malade, et ainsi de suite, quoi. Donc renforcer ça sur une idée de base autonome durable, de ferme urbaine, peu importe. Comme je l'ai dit, je pense que vraiment le défi moderne, c'est de savoir où se placer et comment se placer, quoi. Ouais. En tout cas, le maître mot
de la période où on vit maintenant, c'est l'incertitude. On ne peut pas être sûr de rien. Demain matin, ça peut être un crash boursier ou la guerre ou rien. Et c'est totalement incertain et ça nous. En tout cas, moi, je suis dans une période de ma vie où je fais beaucoup de travail sur le côté zen des choses. Parce que le seul moyen de gérer l'incertitude, c'est, certes, tu as une préparation mentale, physique, tout ce que tu veux, qui continue et qui s'accélère, bien sûr, enfin, dans la mesure des moyens possibles et des circonstances. Mais après, tu apprends à respirer, tu apprends à faire du mindfulness, tu apprends à faire du yoga, de prendre les choses zen, parce que si tu commences à stresser pour l'incertitude, putain, on est dans une période où tu vas flipper, de manière exagérée, et je pense que ça peut nous faire tomber malade. Donc, ouais. Puis au minimum, tu vas pas prendre les bonnes décisions, si tu veux. En plus, ouais. Ah oui, parce que celui qui, par exemple, se dit, bon, bah, par exemple, l'année dernière, mais je connais des gens qui me disaient, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je dois faire un bunker, un abri anti-atomique? Et moi, je dis, mais pourquoi? Et lui dit, bah, parce que d'abord, tu as écrit un livre sur le nucléaire, donc ça veut dire que tu y penses. Et moi, je dis, attends, tu vois trop loin attends, calme-toi, tu vois trop loin les choses. Ensuite, il dit, oui, mais si Hillary Clinton va être élue, il y aura la guerre nucléaire. Je dis, bon, ok, peut-être, mais voilà, maintenant, 6 mois plus tard, elle n'est pas élue. Donc, tu fais quoi avec ton abri atomique? Encore une fois, si ta stratégie, elle tourne aussi vite que l'incertitude des temps, tu peux pas avoir un abri anti-atomique, un 4x4 d'évacuation avec un trailer, machin, une deuxième BAD plus loin. Enfin, au bout d'un moment, attends. Tu peux, mais il faut être intelligent. Faut pas construire un abri anti-atomique. Faut construire un abri anti-atomique que tu peux louer à la semaine pour les bobos du monde entier. Alors voilà. Tu vois. Ça c'est le projet. Là, tu fais un Airbnb, mais tu as ton truc anti-atomique. J'ai failli, mais tu sais, tu rigoles, l'année dernière, juste à côté de ma ferme, il y a un des bunkers de l'armée suisse qui était à vendre. Il était affreusement humide et dans un endroit difficile. Mais enfin, j'ai quand même fait un bid pour l'acheter. Je l'ai pas eu. Quelqu'un a dû acheter plus cher que moi. Et c'est exactement ça que je voulais faire. Je dis, voilà, je vais acheter ce bunker. Donc, c'était un truc avec des... Et je dis, voilà, tu proposes aux gens de passer une nuit dans un bunker de l'armée suisse. Bon, et ma femme me dit, je suis contente que tu l'aies pas acheté finalement, que ça n'a pas pu passer, parce que finalement, c'est vraiment la merde d'organiser... Bah, d'abord, c'est du boulot. Je dis, ouais, mais ok. Mais ça... Et ça gagne pas beaucoup d'argent, mais surtout, qu'est-ce que tu vas t'emmerder avec des... Bon, à la fin, je l'ai pas acheté. Je pense qu'ils vont en faire une cave pour le faire vieillir du fromage ou du vin, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça existe, hein, donc ces initiatives peuvent se faire. C'est tout à fait vrai. Ouais. J'y ai pensé l'année dernière. Ouais. Non, mais tu sais, le Airbnb, moi j'ai quelques copains qui font de l'Airbnb maintenant, et putain, mais ça marche de l'enfer, du tonnerre, de la mort. Quoi. C'est moins cher que les hôtels, ouais. Donc, tu vois, pourquoi pas, voilà, tu veux une base un petit peu autre part, tu veux faire un gîte, un truc, un Airbnb, ça te le paye, ça te rende de l'argent pendant ce temps-là. Tant que c'est pas la fin du monde, tout va bien, quoi. Mais c'est pour ça, les gens, il faut les éduquer à se dire, putain, ok, ce que je fais en tant que survivaliste doit marcher, même si ce n'est pas la fin du monde. C'est totalement très très important ce que tu viens de dire. C'est tout à fait ça. Et ça fait partie du côté équilibré. Et alors je sais qu'on est tous déséquilibrés pour d'autres, mais tu vois, mais à la fin, tu vois, c'est la même chose. C'est que toi, on t'a jamais vu en treillis camouflé à faire. Enfin, voilà, moi, dans mes vidéos, tu en vois jamais une où je suis en camouflage, machin, sauf cas hyper exceptionnel. Je réfléchis peut-être à une fois, mais même les entraînements de tir que je fais. Je les fais pas en treillis, en camouflage, en machin, parce que voilà, on est dans une optique normale. On est ce qu'on fait, c'est normal en fait. C'est pas un truc, c'est pas la chasse aux zombies, quoi. C'est pas un truc. Si j'étais pas normal et que j'étais un vrai survivaliste, déjà, je serais jamais allé sur YouTube, j'aurais jamais fait de blog, je serais quelque part en Australie, parce que l'Australie, c'est le seul endroit au monde où il n'y a pas de centrale nucléaire, et effectivement, je vivrais dans un espèce de Earthship avec des panneaux solaires, mais en Australie, avec des kangourous, jamais personne n'aurait entendu parler de moi.
Si j'étais un vrai survivaliste et que j'avais réellement imaginé, anticipé la fin du monde, je ne serais pas sur YouTube à parler de mes poules et de mes abeilles dans mon garage. Ça n'a aucun sens. Bon, après, il y a une je pense qu'on partage cette volonté de témoigner, de passer un témoin. Et puis, moi, j'avoue que j'apprends aussi beaucoup, parce qu'il y a énormément de gens qui me... Par exemple, aujourd'hui, ma fille me dit, j'aimerais bien continuer à faire elle a son petit élevage d'escargots. Et moi, je lui dis, mais moi, j'y connais rien, ma petite. Alors, tu sais, le papa, il connaît pas tout. Ça, elle le sait, donc c'est normal. Donc, je lui dis, écoute, je vais demander, je vais trouver quelque chose, je vais trouver un livre, quelque chose que tu peux lire, et peut-être tu vas apprendre par toi-même. Parce qu'ils n'ont pas encore d'ordinateur, accès Internet, j'ai pas envie. Ça commence avec un truc ludique, puis ça finit sur YouPorn. Donc, non. Et donc, je me dis, ils sont encore petits, Et donc, je leur dis, donc, je vais sur YouTube, et je dis, bah voilà, les mecs, est-ce que vous... Qui fait des escargots ici? Qui connaît l'élevage de... Alors, c'est un terme technique que je découvre. Et il y a plein de témoignages de gens qui disent, ah, mais moi, j'en fais, je connais quelqu'un qui en fait. Est-ce que c'est pour manger? Bah oui, c'est pour manger. Mais enfin, je suis pas sûr que pour elle, c'est pour manger. Mais moi, alors, il y a des livres, et donc je découvre des bouquins, comme pour les abeilles. Mon épouse veut apprendre cette année à faire de l'apiculture, comme toi. C'est génial. Donc à la fin, voilà, c'est intéressant. Il y a un échange, il y a des gens qui peuvent nous apprendre des trucs. Voilà, moi je sais que parmi mes voisins, j'ai découvert des gens dans la région qui se préparent et qui sont. On est une quinzaine à 30 km à la ronde de ma ferme. Donc là, il commence à y avoir des gens qui se connaissent. Bon, c'est pas les grandes amitiés, mais il y a du respect qui commence à se faire. Et puis, parmi eux, il y a un apiculteur. Donc je lui dis, bah, écoute, ça va si je t'achète des cours, enfin, je te paye. Je vais offrir ça à mon épouse pour son anniversaire, des cours d'apiculture et ça. Et aussi, c'est important, ce réseau de gens autour de toi qui sont un peu dans la même longueur d'onde. Après, il y a aussi des farfelus, hein, ils se reconnaîtront s'ils nous écoutent. Mais il y a aussi des farfelus religieux, il y a des farfelus Mais bon, après, c'est pas grave. Tu sais, tu dis, mais moi, écoute, ton histoire d'agneau divin, rien à foutre. Mais ce qui m'intéresse, c'est ta démarche, t'habites là, on peut échanger des trucs. Et puis on sait que, voilà, si, on se met d'accord. C'est-à-dire, si un jour, il devait se passer un truc, s'il y a un problème, bah, tu m'appelles pour que je sache que tu as un problème, pour que je sache que, voilà, cette région-là, il y a des problèmes. Au moins ça, puis peut-être plus tard, on mettra en place d'autres moyens de... J'ai des potes qui sont venus poser des réserves chez moi, en disant, écoute, moi, j'ai pas une bad, mais j'ai investi 500 euros, 1000 euros dans de la bouffe et du matos, est-ce que je peux le poser dans ta grange? Je dis, ouais. Et puis on se met d'accord. Je lui dis, de toute façon, j'ai pas envie d'être... mais le jour où il y a un problème vraiment grave, tu viens. Et j'apprécie que tu aies contribué à faire des stocks. Ok, alors c'est un stock, c'est pas d'autonomie, mais le jour où tu viens, s'il y a un problème, bah tout d'un coup j'ai 2 bras supplémentaires, enfin 4 bras supplémentaires armés et qui ont un peu de quoi bouffer et on a de quoi tenir. Lui, il a de quoi bouffer pendant 2 ou 3 mois. Et ben ça c'est vachement intéressant parce que c'est un souci en moins pour moi. Et donc ça commence à se mettre en place, mais dans l'ensemble, bon après, on reste en Suisse. Si ça se trouve, il n'y aura jamais de problème de ce niveau-là. Et puis voilà, chaque année il vient, il fait une rotation de son stock et puis voilà. Mais on essaye de rester zen malgré tout. Ma prédiction, c'est que voilà, il se passera rien. On va mourir et que ce sera rien passé. Et la seule chose qui se passe, c'est que c'est effectivement cette dégradation lente et chiante et méchante, où voilà, les générations, plus ça avance, moins ils savent qui ils sont, moins ils savent où ils appartiennent, plus c'est difficile de trouver un emploi, plus c'est difficile de trouver un appartement, plus c'est difficile de faire des études, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je pense que c'est la maladie, quoi. C'est une maladie. Ouais. Tu vois, c'est une maladie sur du long terme. C'est pas la crise cardiaque, c'est pas l'infarctus, c'est la maladie, quoi. C'est la maladie sur 30 ans, ça fait 30 ans que ça dure. Mmh. Après, l'histoire, elle ne se répète jamais, elle ne repasse pas les plats. Mais cela dit, elle nous apprend qu'en général, lorsqu'il y a un niveau suffisamment de désœuvrement et de perte de boussole dans les populations, en général, il y a des événements de rupture qui se mettent en place. Ça peut être des révolutions. Bien sûr. Comme on l'a toujours dit. Comme on l'a toujours dit, demain matin, on peut se réveiller et c'est la Troisième Guerre mondiale. J'en sais rien. Hein. Ou la révolution des bolcheviks. Bon, là évidemment,
tout d'un coup la confiscation de la part de l'État de tous les biens de tout le monde pour remettre tout le monde mettre en commun parce qu'il y a une idéologie folle qui se met en place. Enfin, il peut y avoir énormément mais encore une fois, comme on le disait dans Rue Barbare, tu ne peux pas vivre ta vie focalisée sur un scénario. Parce que soit tu as beaucoup de chance et ça arrive, mais bon, ce qui est probable, c'est que ça n'arrive pas comme tu l'as prévu. Rien de... Moi, tu vois, dans Survivre, j'avais écrit énormément de choses qui arrivent, mais qui n'arrivent pas exactement comme je me l'étais imaginé. J'avais jamais pensé à un Trump. En tout cas, il y a 5 ans, c'était impossible. J'avais jamais pensé à l'intervention russe en Syrie. J'avais jamais pensé aussi vite ces problèmes qu'il y a maintenant en Europe avec ces vagues de migration. J'avais prévu, mais pas aussi vite. En revanche, j'avais prévu des problèmes politiques plus vite. Or, ils n'arrivent pas encore. Les gens sont contents avec les politiciens d'aujourd'hui. Enfin, ils sont pas contents, mais ils font rien. Donc, ça veut dire qu'ils sont contents. C'est le pain level, le niveau de douleur, il n'est pas encore assez élevé. Bon, c'est comme ça. Nous verrons bien. Non, c'est pour ça que je disais, peut-être que les gens sont pas assez anxieux encore, peut-être que les gens... Et il se passe plein de choses positives, hein. Il y a des super... il y a des choses fantastiques qui se passent partout dans le monde, des éco-villages, des machins, des conneries, des trucs. Et c'est super, mais... Non, la médecine continue à progresser, on fait des découvertes incroyables dans la neurobiologie, on commence à faire repousser des membres. Enfin, il y a des trucs de dingue qui sont en train de se faire, notamment dans la médecine et la biologie. On commence à comprendre le fonctionnement. Enfin, en fait, on se rend compte qu'on connaît rien du fonctionnement du corps, de la génétique. L'épigénétique, c'est juste fantastique ce que ça nous apporte comme compréhension de nous-mêmes. On comprend qu'on a un deuxième cerveau dans les intestins, dans les tripes. On a plus de neurones dans les tripes que dans la tête. Et ces neurones, ils obéissent en partie à une flore intestinale, à une faune, à des bactéries qui nous disent bon, bah maintenant tu dois être de bonne humeur parce que tu m'as nourri correctement. Non, maintenant tu dois être de mauvaise humeur parce que tu m'as pas nourri correctement. Putain, c'est eux qui décident de notre mood. C'est ce qu'on bouffe, enfin, des trucs qui nous font réfléchir à qui nous sommes vraiment et de la symbiose que l'on est en réalité. D'où l'importance de manger sainement et donc du jardin et donc de la production et de se soigner sans antibiotiques si on peut, parce que les antibiotiques ils vont massacrer toutes ces bestioles qui vivent dans nous enfin il y a des trucs, on découvre des choses fantastiques et tu as raison, donc on peut aussi voir la chose d'un bon angle. Mais à côté, tu as, comme tu disais, le chômage massif, les gens qui deviennent couillons, agressifs, il y a une agressivité incroyable. Hein, on parle même pas sur les réseaux, mais on le sent même dans la vie de tous les jours. Tu sais, quand tu vas en France, je vais en France régulièrement, là je vais y aller un peu moins, mais tu sais, tu vois que les gens se regardent entre différentes communautés comme j'ai jamais vu. C'est-à-dire vraiment avec... on l'expression, tu sais, en chien de faïence. Les gens, ils se regardent vraiment avec une méfiance et une... Enfin, tu sens qu'ils attendent le top départ pour se foutre sur la gueule. Et ça, tu le sens, tu le vois. Ça, c'est nouveau. Alors peut-être que ça va s'atténuer, peut-être que finalement, c'est une phase qui va passer. Mais là, en ce moment, tu sens que les Blacks regardent les Arabes regardent les Blancs ils regardent les... Enfin, tu sens qu'il y a un truc qui est tendu. Alors j'espère que ça va pas se déclencher dans quelque chose mais c'est probable. Ça, c'est une des possibilités, c'est déjà arrivé. Donc voilà. Bon, tu as vu hier au Québec, on ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas voilà, il y a et puis il y a des attentats terroristes qui ont été incroyables l'année dernière en France, en Belgique, en France, en Allemagne, etc. C'est quand même un niveau au-dessus de ce qu'il y avait avant. C'est pas il y a tous les jours, il y a les 350 femmes violées tous les jours en France, officiellement. Là, tout d'un coup, c'est des camions, des tirs à la K-47, enfin voilà, c'est des tirs Comme je le disais au début, on vit dans un monde violent. Si les gens ne veulent pas comprendre et assimiler qu'il y a des gens ultra violents, qu'on a des voisins qui sont ultra violents, et on vit dans un monde ultra violent, quoi. Et c'est vrai que
voilà, on a été habitué quand même à plus à moins de violence ces 30 dernières années, mais voilà, c'est le monde dans lequel il y a quelques siècles, tu ne te baladais pas, tu ne sortais pas dans les rues d'une ville la nuit parce que tu allais te faire couper la gorge. Voilà, la nuit, les rues n'appartenaient pas aux citoyens et aux honnêtes gens. Les gens se fermaient à clé chez eux et dans certains quartiers, tu n'y allais pas. Si tu n'étais pas de ce quartier-là et on allait te choper tes sous, quoi. Ou alors tu te sortais escorté avec ton épée et ton tromblon et ton pistolet. Enfin, ton truc à silex de l'époque. Voilà, mais c'est pas. Tu as raison, on n'a pas été notre génération n'a pas été habituée à ça. Alors il y avait les bastons, on a tous eu des adolescents, s'est fracassés sur la gueule, mais c'était jamais ultra violent. Aujourd'hui, ça revient. Et bon, est-ce que c'est pas ce que nous avez promis en tout cas, c'est pas ce que nous avez vendu. Ouais. Enfin, je sais pas en même temps si ça revient, Est-ce que c'était peut-être plus violent avant? Les statistiques sont toujours assez chiantes. Hein. Bon, statistiquement, tu sais, on l'avait mentionné dans Rue Barbare à un moment, c'est qu'en fait, en tout cas, les chiffres de la criminalité montrent que dans l'ensemble, elle baisse. Mais c'est plus la même. En revanche, celle qui est ultra violente, elle augmente. Mais dans l'ensemble, il y a moins de criminalité parce que tout simplement, plus personne te cambriole ta bagnole pour te piquer ton autoradio, parce qu'il n'y a plus d'autoradio. Ou parce qu'elle peut pas être, tu sais, quand t'étais gamin, moi je me souviens, la première bagnole que j'ai eue avec les autoradios que tu sortais, tu pouvais sortir et embarquer avec toi pour pas qu'on te la pique. Voilà, aujourd'hui ça n'existe plus. Aujourd'hui, personne va te cambrioler chez toi pour te piquer ta télé à écran plat, parce qu'elle coûte $50. Donc ça a changé, plus personne va te choper ton portefeuille pour prendre ton cash, parce que t'as plus de cash sur toi. Les supermarchés, il n'y a plus personne il y a plus beaucoup de cash par rapport au passé où il y avait moins de cartes de crédit. Donc c'est vrai qu'il y a un changement. En revanche, il y a de la violence gratuite qui était très très rare avant, qui était même pratiquement inconnue dans les années 60-70, où tu allais jamais prendre un type tout seul et le fracasser. Enfin, tu peux lire les bouquins de comment il s'appelle, pas Grossman, mais John Lott et comment il s'appelle le mec qui Phil Briggs, non, comment il s'appelle McYoung aussi, vachement intéressant. Voilà, où il explique quels sont les rituels. Généralement, la violence, elle est rituelle, où elle est territoriale, mais elle n'est pas gratuite. Or, aujourd'hui, il y a de la violence gratuite, et ça, tu sais, à Los Angeles, tu as le gang qui, pour être membre du gang, faut flinguer un mec ou un flic. Bon, bah ça, c'est rituel. Le mec qui vient et qui essaie de piquer ta gonzesse, c'est territorial. Mais 3 mecs qui disent « Ah, lui, on va lui péter la gueule » et tu le tues, et tu le fracasses à coups de botte par terre jusqu'à ce qu'il ait plus de gueule, ça, c'était rare avant, et aujourd'hui, c'est beaucoup plus fréquent. Donc, alors oui, statistiquement, il y a moins de cambriolage, moins de trucs, mais c'est tout de suite plus violent. Et bon, c'est un long sujet, hein, et il faudrait donner des chiffres à l'appui, etc. Bon. Mais ça, je travaille un peu là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un monde qui change et qui est incertain. Et il faut lire Nicolas Taleb, Antifragile et le Black Swan. Et on est dans un monde. Voilà, en même temps, c'est un monde. Enfin, plus ça change, moins ça change, quoi. En même temps, je trouve que ça reste quand même pas mal pareil. Hein. Bah écoute, passe une. Toi, t'es encore dans l'après-midi. Ouais. Donc tu as encore beaucoup à faire. Moi, je vais aller me coucher. Ok. Salue bien ton épouse, salue bien tous les gens que je connais autour de chez toi et surtout, bah, prends bien soin de toi. Ouais, bah pareil pour vous. Prenez soin de vous. Tiens-nous au courant de tes. Toi, vous n'avez pas d'hiver là. On a eu de la neige un peu, mais on a eu moins 10, c'est rien. C'est pas très froid. Donc on a un hiver là qui est en train de. Voilà, on sent que c'est bientôt la fin de l'hiver et il est arrivé tard et il part tôt. Après, ça veut pas dire qu'à Pâques il va pas neiger et qu'on va pas pouvoir faire le potager avant mai ou juin. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un hiver un peu trop chaud. Ok. Bah, tiens-nous au courant de ton printemps. On va essayer. Et puis de toute façon, prends soin de vous et à tout de suite. À très très bientôt.
Ciao, Ciao, Pierrot. ciao.